Allez, alors bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième épisode de la web-série DMI que le réseau Médit vous propose sur la thématique de pour optimiser le circuit des DMI, l'interopérabilité, c'est la clé, mais par où commencer? Vaste question. Donc aujourd'hui, nous avons comme thématique la gestion de stock au bloc opératoire. Et comme pour tous les épisodes de cette web-série, nous accueillons deux régions qui vont nous faire part de leur retour d'expérience. Alors, on va commencer par se représenter rapidement. Donc, moi, je suis Monique Bonnefous, je suis le pharmacien responsable de l'Omédit Occitanie. Et donc, c'est Élodie que je vais laisser se présenter qui va nous faire son retour d'expérience. Bonjour, moi je suis Élodie Divol, donc je suis pharmacien au CHU de Toulouse, en charge d'un projet d'informatisation du circuit des implants. Et Karine, je te laisse présenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, bonjour, je suis pharmacien, donc Karine Véron, sur l'Omédit de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, le partage d'expérience sera fait par Élise. Je te laisse te présenter, ainsi que ton établissement. Oui, donc Élise Goiffon, moi je suis pharmacien DM au Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin. Donc c'est le Centre de lutte contre le cancer de Clermont-Ferrand. Et voilà, on va partager l'expérience avec Pharma. Parfait, merci à vous. Donc, le déroulé du webinaire, comme pour les autres les autres épisodes, pardon, va commencer par une très légère, très courte introduction de la thématique, puis surtout on consacrera notre échange sur les deux retours d'expérience de ces deux établissements-là. Et vous pourrez donc poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation dans l'onglet questions-réponses. Et puis, on fera l'échange vraiment à la fin des deux présentations, donc du CHU de Toulouse et du CLCC de Jean Perrin. Le webinaire fait l'objet d'un enregistrement, je vous l'ai dit. Les micros et les caméras sont de base désactivés vu le grand nombre de participants qui nous suivent aujourd'hui. Et vous pouvez donc poser vos questions dans le module questions et réponses. Et on fera une priorisation et on lance les deux participantes nous répondront en fin de première séquence. Voilà. Et donc, n'oubliez pas le petit QR code pour votre questionnaire de satisfaction à la fin de la réunion. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, notre thématique, c'est donc la gestion de stock au bloc. L'objectif, comme nous le rappelle l'arrêté, c'est qu'il doit être informatisé en temps réel et automatisé, puisque l'on doit pouvoir échanger donc, toutes les informations que vous connaissez bien et qui doivent être dès la réception du stock au sein du bloc opératoire, que les DMI soient en dotation, hors dotation, référencés ou non référencés. Ça doit pour cela commencer dès l'envoi par la pharmacie, avec la problématique, je vous ai mis des petits points d'interrogation pour identifier les points qui sont un peu clés et un peu problématiques pour l'ensemble de nos établissements, le stockage au sein de la PUI et l'envoi au service utilisateur. Dès l'utilisation, pouvoir de façon automatisée, informatisée, tracer l'utilisation du DMI qui permettra d'une part, à assurer la traçabilité sanitaire à destination du patient, donc dans le DMP, mais aussi dans le SIH de l'établissement, et également assurer la traçabilité financière. L'objectif étant également qu'à partir de cette utilisation du DMI, on puisse générer la demande de renouvellement et de commande auprès de la pharmacie, que les DMI soient achetés en dépôt, permanent ou temporaire avec la problématique des DMI en dépôt temporaire, mais aussi les DMI en échantillon. Cet enregistrement tout au long de ce circuit doit se faire en temps réel dans le SIH avec un système d'identification et de saisie automatique. Donc, c'est toute cette problématique-là qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Karine. Et le motif de pourquoi ce thème, donc une gestion des stocks informatisés dans les blocs unités de soins, quels sont les avantages attendus en fait de se lancer dans cette démarche-là?
On vous a représenté en fait un logigramme qui était, enfin, un petit schéma qui était présent dans les fiches de communication. Si jamais vous ne les avez pas reçues, nous avions fait des fiches de sensibilisation à destination des directions et à destination des opérateurs. Donc on l'a un petit peu retravaillé pour le thème de l'informatisation des stocks. Donc il y a un premier gain, c'est autour d'un gain économique avec la notion que lors de l'informatisation, on va pouvoir optimiser les stocks achetés et les dépôts sur les plans qualitatifs et quantitatifs, en fait, au regard des activités et des besoins. On va pouvoir aussi chercher avec cette informatisation une amélioration de l'exhaustivité de la traçabilité financière. Sur la notion du gain de temps au niveau de l'informatisation des stocks, on a la notion de la fin des inventaires manuels avec du coup, quelque chose de un peu plus automatisé et des photographies avant-après qui nous permettent d'aller plus vite pour rechercher les éventuelles inadéquations. Diminution du temps passé à la gestion des stocks, commandes, la gestion des stocks et les commandes dans les unités de soins et les blocs, hein. Qui dit informatisation dit, rapidité d'exécution sur, des propositions de commandes, des seuils mini maxi, et cetera. Une gestion rapide des péremptions parce que de nouveau avec une lecture de l'IUD, on a la date de péremption qui peut être informatiquement implémentée. L'arrêt des saisies manuelles sur les données, effectivement, il n'y a plus d'entrée manuelle en stock ou plus de sortie manuelle des stocks et pour ceux qui pourraient être concernés, un arrêt du réétiquetage, donc un gain de temps avec une étape en moins, même si cette étape, était un bon palliatif sur un défaut de codification ou de standardification des codes barres. Dernier point, plus général, j'ai envie de dire, sécurisation et efficience du circuit. Donc, de nouveau, on peut reprendre la notion de saisie manuelle et donc suppression des erreurs liées à une retranscription liée à une saisie manuelle. Une meilleure adéquation des stocks au regard des activités, un peu sur l'aspect gain économique. On va vraiment pouvoir, avoir un esprit plus critique sur, la rationalisation de ce qu'on a au bloc en quantité comme en qualité. Une réduction sur le risque de déprogrammation. Mécaniquement, si on optimise nos stocks, on a peut-être moins de risques, d'avoir des seuils critiques atteints plus rapidement dans le cadre des ruptures et cetera. On aura peut-être des niveaux d'alerte un peu plus présents. Les 2 derniers points, la maîtrise du risque de péremption, donc ça, on l'a dit, sur la gestion du risque, c'est important et enfin, la réalisation de la traçabilité sanitaire en temps réel. Il est bien évident que, l'entrée en stock et l'informatisation peut avoir un impact sur la notion de la traçabilité sanitaire, en tout cas informatisée, même si c'est pas forcément intimement lié. Donc sans plus de transition, on vous propose de passer, à notre cœur de sujet, donc le retour d'expérience. En 1er lieu, on vous propose le retour d'expérience du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand, qui vous parlera principalement du logiciel utilisé dans cette gestion qui est le logiciel Pharma et donc je donne la parole à Élise Goiffon, docteur Élise Goiffon. Merci, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est tout bon en plein écran? C'est bon? C'est parfait. Super. Déjà, je remercie le réseau Médit de m'avoir proposé de parler de notre expérience avec le logiciel Pharma. Donc, effectivement, on utilise Pharma tout au long du circuit du dispositif médical implantable. Alors, pour nous présenter un petit peu, donc on est un centre de lutte contre le cancer. On est un petit centre, on n'a qu'un seul site. On a 168 lits et places d'hospitalisation, 6 blocs, 6 salles de bloc, avec 2 spécialités chirurgicales majeures, c'est la chirurgie gynécologique du sein, de l'ovaire, utérus, etc., et de la chirurgie thoracique. Et puis un peu d'endoscopie digestive et pulmonaire. On a également un plateau technique qui est assez important de radio, céno, radiologie interventionnelle, et vous le verrez qui est assez pourvoyeur d'utilisation de DMI, et puis une réanimation. En fait, en termes d'équipe pharmaceutique qui s'occupe du DM, on a donc 1,5 pph et on a la chance d'avoir, dans cet effectif-là,
un PPH qui est dédié au bloc, alors qui est un peu à la pharmacie quand même, hein, il n'est pas tout le temps au bloc, mais qui permet de quand même bien faire ce lien. Et vous allez voir par la suite de la présentation que l'outil informatique, c'est bien, mais que ça ne remplace pas l'humain. Donc en pharmacien, il y a un pharmacien, moi-même, et puis on a des magasiniers, des ouvriers spécialisés qui sont au nombre de 3 et qui interviennent sur le circuit des DMS et plus ou moins DMI et du médicament. Donc sur les dispositifs médicaux, on a bien sûr des DMI, des dispositifs médicaux stériles non implantables. Pour donner une idée du volume de DMI tracé, c'était autour de 3000 l'année dernière. Donc c'est bon, on n'est pas un énorme centre. On a les 3 modes de gestion, on a du mode stocké, du mode non stocké et du dépôt-vente, qu'il soit temporaire ou permanent. Donc, pour expliquer un peu notre environnement informatique, au sein de l'hôpital, on a un DPI qui est Cora. On a une facturation qui se fait sous Sage. Et pour nous, ce qui va être très important, c'est le logiciel d'admission qui est HM, qui va être en lien avec notre logiciel métier et qui va nous ramener les séjours patients, que ce soit pour la traçabilité ou pour effectivement tout ce qui est financier, fiche comp, etc. Pour la pharmacie, on utilise Pharma pour toute la chaîne de tout le circuit en fait du DM. Ça nous permet de faire nos commandes, la gestion de stock, les traçabilités, les inventaires et ça va jusqu'à la liquidation de factures qui ensuite est transmise à la compta pour intégration dans Sage. En termes de base de données, donc on a une interface pharma avec CIODM que propose FAST qui nous permet de ramener quand même un certain nombre d'informations. Alors les libellés, oui, mais moi je suis pas très fan des libellés de FAST, donc je les modifie. Mais après, il y a aussi tout ce qui est, est-ce que le statut, est-ce que c'est un DMI ou non, est-ce que c'est un facturable en sus, etc. Donc c'est quand même une base assez précieuse et on va aller chercher dans cette base-là notamment le GTIN, mais j'en reparlerai après. Et puis ensuite pour boucler la boucle, puisqu'on est sur la gestion de stock au bloc et dans les autres services, on va utiliser Pharma également pour la traçabilité, les inventaires des DMI au bloc et également les commandes de service. Donc c'est vraiment notre logiciel cœur de métier. Alors, comment ça se passe en termes d'organisation, dans la gestion des DMI? Donc effectivement, là, on retrouve toutes les étapes, classiques, hein, du circuit. On va être informatisé dans la majorité de ces étapes. Globalement, la commande va se faire de manière informatique via Pharma, qui sera ensuite transmise par EDI via Hospitalis au fournisseur. On va avoir ensuite l'étape de réception. Donc à ce niveau-là, on va scanner tous les DMI. On va scanner l'UDID, donc on va scanner les DMI qui sont stockés, les DMI qui sont non stockés et particularité de notre centre, mais parce qu'aussi on ne fait pas d'ortho, on n'a pas ce type de chirurgie, on va scanner tous les DMI qui sont en dépôt-vente, qu'ils soient permanents ou temporaires. Et ça va et on parlait des échantillons également aussi, on trace tous les échantillons s'ils sont des DMI, en tout cas dans Pharma. Pour permettre, la boucle de la traçabilité, de ce DMI. Donc la lecture, elle se fait via une louchette, hein, de manière classique où on va lire l'IUD. On n'a presque plus de réétiquetage, mais ça arrive encore. On a encore des problématiques, de fournisseurs qui nous fournissent des produits avec des conditionnements qui ne sont pas adaptés. Alors là, j'ai en tête, notamment l'école, alors j'ai le Glubran par exemple, où on va avoir un IUD sur, la boîte. Mais quand on va monter, 3 doses, au bloc, pour, l'utilisation et bah, sur la petite cupule là, on n'a pas de code barre, on n'a rien. Donc là, effectivement, on est obligé de réétiqueter. Après, ça arrive encore qu'on ait quelques soucis de, lecture, de code barre de manière, sporadique, où effectivement, bah, là, si on veut avoir une traçabilité, on est obligé, mais vraiment ça représente, c'est à la marge, maintenant dans l'utilisation, à la réception. Ensuite à la dispensation, donc là, c'est pareil, tous les DMI vont être douchés, avec une lecture de l'IUD, ce qui va permettre d'éviter les erreurs, en fait, au niveau de la dispensation au service.
Dans la gestion de stock au service, on le verra tout à l'heure, mais Pharma va nous permettre de faire des inventaires de DMI, du coup présents à la pharmacie, mais également dans les services. Ensuite, au niveau de la traçabilité, donc tous les DMI vont être scannés également, au bloc ou, après on parlera des autres services, mais, au bloc, ils vont être scannés en temps réel par Unibod. Que ce soit du coup les DM stockés, non stockés ou en dépôt-vente puisque Pharma, aura, connaît en fait ces dispositifs et donc les iBods ne pourront tracer que les dispositifs que, nous avons, dispensés. Alors au niveau de la traçabilité, on a encore des efforts à faire parce qu'effectivement, les données de traçabilité ne sont pas renvoyées de Pharma vers le DPI et ne sont pas renvoyés non plus dans mon espace santé. Donc ça, c'est un des points sur lesquels il faut qu'on arrive à travailler. Et cette étape de traçabilité également va permettre d'incrémenter le fiche compte si ce sont des DMI hors GHS et du coup, la question avait été posée en préparant du coup cette intervention de la liste intra-GHS. Alors, nous, on n'en a pas des dispositifs qui sont dans la liste intra-GHS, mais en fait, c'est le même principe. En gros, pour que Pharma reconnaisse qu'il faut envoyer une liste, que ça rentre dans le fiche comp ou qu'il faut envoyer une liste incrémentée, il faut qu'il y ait une traçabilité complète et une administration. Donc effectivement, ça doit passer par ce système-là. Et ensuite, le renouvellement de dispositifs médicaux, on va avoir 3 types de renouvellement. Si c'est un DMI stocké, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais les renouvellements vont se faire, selon les pauses qui auront été faites. Si ce sont des DMI qui sont non stockés, on va refaire une commande en fonction du journal de traçabilité également et des traçabilités qui ont été faites. Et si c'est du dépôt-vente, permanent ou temporaire d'ailleurs, Pharma va permettre de générer une précommande directement à la pause et cette précommande devra être validée par la pharmacie et du coup, effectivement, ça permet d'envoyer une précommande de régularisation. Alors, si on parle, du début, en fait, c'est, effectivement, ce qui va nous permettre de gérer correctement ensuite dans Pharma, c'est le paramétrage des fiches produits. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre de points, auxquels il faut faire attention. Donc quand on a un DMI, effectivement, il faut mettre une traçabilité complète. Donc en fait, on a plusieurs choix dans Pharma de mettre non tracé, donc ça ne nous demande aucune donnée. De mettre une traçabilité d'entrée, ça va nous demander les péremptions, les numéros de lot, mais juste, à l'entrée. C'est-à-dire quand on va faire une dispensation dans le service, on n'aura plus de suivi. Il y aura juste un suivi de quel lot on a reçu et cetera. Quand il y a des retraits de lot, ça peut être, intéressant quand même. Et puis il y a la traçabilité complète. La traçabilité complète, ça veut dire que Pharma va attendre une administration, dans son circuit pour, finalement, terminer la boucle, d'un produit. Donc pour un DMI où on attend effectivement une administration, à la fois pour la traçabilité sanitaire et plus ou moins pour, la facturation fiche comp, il va falloir mettre absolument ces, dispositifs en traçabilité complète. Ensuite, effectivement, on choisit, le mode de gestion, si c'est du stocké, non stocké ou du dépôt-vente. Ça va avoir un impact, notamment si c'est du dépôt-vente, sur la génération d'une commande automatique. Et puis, sur les fiches fournisseurs, alors, là, on essaie de le faire, pour tous les nouveaux produits, ou quand on change, de produit parce qu'il y a eu une rupture et cetera, c'est de rajouter le GTIN dans la fiche fournisseur à ce niveau-là. Donc ce GTIN, on le récupère sur Fast en fait, sur la fiche produit de Fast. Il n'y a même pas besoin d'avoir la CIO, l'interface CIO-DM pour ça. Et donc en fait, le fait de rentrer ce code GTIN va nous permettre, dans la majorité des cas, de reconnaître le produit, à la première réception. Donc ça évite cette étape d'appairage, et ça permet de gagner un peu de temps au début. S'il ne le reconnaît pas quand même, ça peut arriver, voilà, effectivement, il y a cette étape, d'appairage où on va, réceptionner sur une fiche produit, un dispositif qu'on a reçu et automatiquement Pharma va dire: «OK, le GTIN, c'est ça, donc après mon numéro de lot, c'est ça et ma date de péremption, c'est ça». Et puis, la dernière petite, capture là, c'est effectivement pour les produits qui sont hors GHS. Donc c'est cette coche-là qui va nous permettre de générer une administration dans FicheComp et de pouvoir, créer notre fichier, FicheComp DMI.
Alors, à l'étape de réception, donc on va aller chercher notre commande, on va réceptionner alors, bon là j'étais sur les chambres implantables, je réceptionne des chambres implantables et là du coup, je vais pouvoir scanner en me mettant sur sur ce petit cône là, je vais pouvoir, scanner, bah, toutes les chambres implantables que du coup j'ai reçues. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors nous, on a un fournisseur de chambres implantables qui gère en plus des numéros de série, donc c'est top, ça nous permet de savoir exactement, ce qui a été posé, pas posé, est-ce que l'inventaire est vraiment juste, et cetera. Donc ça facilite aussi, bah, la réception parce que ça, à la main, on pourrait jamais rentrer les numéros de série, ça, ce serait vraiment trop compliqué. Donc voilà, effectivement, à la réception, on va doucher tous les DMI, qui vont arriver. Lors de la dispensation au service, on va également devoir doucher les produits qu'on va dispenser. Donc là, si je fais une dispensation de chambre implantable sur le bloc opératoire, et bah, du coup, je vais en sortir 3 et on va me dire, OK, bah, maintenant, scanne ici les chambres que tu as envoyées. Donc là aussi, c'est pareil, ça permet de ne pas se tromper et d'envoyer les bonnes chambres directement au bloc opératoire. En fait, cette étape de dispensation, elle va permettre de transférer une partie du stock pharmacie vers le stock du service dès que le produit a été coché en traçabilité complète. Ça, on va l'avoir uniquement si on a coché cette étape de traçabilité complète. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois que j'ai fait ma dispensation? Ça donne un visuel, dans Pharma, là, ici, où quand je vais aller voir le détail des lots et ben, je vais voir mon stock. Donc par exemple, ici, je sais que j'ai, 11 pickline, du lot, REH Z0703, que j'en ai 30 d'un autre lot à la pharmacie et qu'au bloc, ils sont censés en avoir 10, du lot REH Z0703. Et donc ça, je peux le confronter à la dotation, parce que sur la fiche produit, j'ai aussi mes dotations et l'anesthésio doit avoir, 10 PICK line, donc c'est en corrélation. Donc ça, je l'ai fait en fin de journée, en début de journée comme ça, normalement la dotation était, était bonne bien sûr. Au fur et à mesure de la journée, on va avoir, la dotation du service qui va diminuer et ça va correspondre en fait aux dispositifs qui ont été utilisés. Donc là, j'ai la possibilité aussi de voir, bah, toutes mes étapes de dispensation, quand, on veut retrouver, «Ah oui, mais là, j'ai oublié d'en dispenser 2 par exemple ou bon, ce genre de choses, ça permet aussi d'avoir un visuel. Donc le stock, en fait, il n'appartient plus à la l'APUI, ça c'est très clair. Par contre, on a un visuel, il appartient au bloc, mais on a un visuel sur le stock du bloc. Et donc ça va nous faciliter la vie, notamment pour les inventaires dans les services, puisqu'effectivement, bah, quand il y a un inventaire, on va tirer la liste, bah, théorique, des DMI qui sont censés être en stock au bloc opératoire et on va pouvoir, bah, faire une comparaison de notre liste théorique et du stock physique. Donc effectivement, bah, voilà, là, si on a un petit onglet stock traçabilité, l'état du stock, en quantité. On va pouvoir alors on peut très bien ne pas choisir notre service, hein, mais bon globalement, c'est quand même plus intéressant si on choisit son service. Donc on va sélectionner les dispositifs médicaux puisqu'effectivement on trace aussi les MDS de la même façon et puis on va choisir notre service et ça va nous éditer, donc une liste d'inventaire comme, ici. Avec, le stock théorique. Alors, c'est pas des euros, ça c'est la dotation et donc ça, c'est confronté à la dotation, au stock réel. Donc ça nous permet de confronter aussi dotation et stock. Donc voilà, ça nous donne une liste, détaillée. Alors, en fait, ça va nous permettre on fait des inventaires, réguliers, on se fie pas que à Pharma. On fait des inventaires réguliers pour permettre de retrouver, bah, nos petits quand on a des écarts. Donc on fait un inventaire des DMI, alors les IBOD, elles le font une fois par jour. En passant, comme ça, elles regardent, une fois par jour. Les PPH blocs, ils le font à fond sur les pics et les packs une fois par semaine. Sur les autres DMI, ils vont le faire une fois par mois. Et s'il y a une perte de traçabilité, donc on essaie de s'en rendre compte le plus rapidement possible. Quand les IBOD font le tour des DMI et qu'elles voient que le nombre n'est pas correct, du coup, on va rechercher la traçabilité. Donc, c'est les IBOD qui vont le faire en confrontation avec le cahier de bloc. Et bien sûr, il y a le PPH bloc qui est là en soutien si besoin.
Donc la traçabilité des DMI au bloc, elle va se faire en temps réel au bloc opératoire, directement en salle, par les e-bods. Donc en fait, pour que ce soit possible, il faut que les e-bods aient des droits, informatiques qui permettent de faire des dispensations nominatives et des administrations. Parce qu'effectivement, nous, à la pharmacie, on va faire une dispensation globale au service, mais après il faut attribuer ce DMI à une personne et ensuite l'administrer. Donc, elles ont des droits dans pharma qui leur permettent de faire ça, mais c'est bien des droits qui sont distincts des droits de pharmacien ou de l'équipe pharmaceutique. Elles n'ont pas accès à la gestion de stock du coup à la pharmacie, elles n'ont pas accès aux fiches produits, enfin en tout cas à la modification des fiches produits. Ouais, ça reste, voilà. Le seul truc qui peut arriver, c'est que ça nous est déjà arrivé une fois, si elles essayent de tracer un dispositif qui n'est pas DMI, donc qu'on n'a pas tracé au départ, Pharma peut considérer que, c'est comme si on avait un dépôt d'un dispositif qu'on n'a pas tracé à la base et pour ne pas bloquer la traçabilité sanitaire, il va permettre en fait de tracer ce produit. Mais la conséquence pour nous, c'est que ça nous a décrémenté du stock à la pharmacie, alors que normalement ça devrait pas être possible. Mais voilà, il y a juste, effectivement ce petit point-là où, effectivement, on s'est rendu compte que c'était possible. Alors d'un côté, je comprends parce que pharma, enfin, il y a quand même plein d'endroits où on ne trace pas les dépôts temporaires, notamment pour l'ortho et cetera, pour pas bloquer la traçabilité sanitaire permet ce genre de choses. Bon, voilà, après c'est juste une attention à avoir et faire de la pédagogie, au sein des équipes du bloc, quoi. Donc en fait, comment ça va se passer au bloc? Il y aura pas donc pour éviter les erreurs d'identito-vigilance, elles peuvent accéder directement à la traçabilité de pharma via un lien contextuel en fait, que notre informatique a pu mettre dans le dossier patient, qui va arriver directement sur, une fiche d'administration, avec le numéro de séjour, effectivement, qui a été rapatrié de HM, comme je vous disais au début. Donc ça va nous mettre le bon séjour, le dernier séjour, que le patient a ouvert. Il y a une autre possibilité, c'est de passer directement par pharma. Après ça, elles le font uniquement si on a des soucis avec le lien contextuel, parce qu'après ici, il faut retaper l'identité du patient ou, scanner l'étiquette, mais c'est moins, bon, c'est vraiment du mode dégradé cette partie-là. Donc on va pouvoir, doucher le produit, hein. Elles vont pas, du tout rentrer de produit, quoi que ce soit. Elles vont juste doucher le code barre et là, donc il va y avoir le produit qui va s'afficher. Alors, elles ne vont pouvoir tracer que, hormis, dépôt, temporaire et cetera, elles ne vont pouvoir tracer, que des dispositifs qu'on a dispensés au service. C'est-à-dire que sur des chambres implantables, si j'oublie de faire ma dispensation au service et qu'elle essaye d'administrer ce dispositif, Pharma va bloquer en disant qu'il n'y a pas de stock sur l'UF30 ou l'UF30A, ou l'anesthésio ou le bloc. Et donc du coup, ça va bloquer l'administration. Donc à ce moment-là, effectivement, nous, on est en backup, à la pharmacie pour dire: «Bon, allez, qu'est-ce qui se passe?» Et puis après, on cherche un peu nos petits. Ça arrive rarement, mais ça arrive. On oublie de dispenser une chambre et effectivement, bah, nous, on doit, rétablir, correctement la dispensation pour qu'elle puisse le tracer. Et donc dès que la traçabilité va être faite, en temps réel, il va y avoir une mise à jour du fameux stock service. Alors c'est un stock service, mais disons que sur notre visuel de produit, on va avoir effectivement le stock, du bloc qui va diminuer. Alors effectivement ça, c'est la petite aparté qui a moins rapport avec la gestion de stock, mais qui peut être intéressante. Pharma va nous générer une carte d'implant patient institutionnel, enfin vraiment, le basique où effectivement on va avoir, bah, référence, numéro de lot, date de péremption, numéro de série SIA, le médecin qui va avoir, pratiqué l'acte, et du coup cette fiche d'impression papier va être remise, au patient. Par contre, c'est ce que je vous disais, au début, elle ne sera pas transférée dans le DPI et mon espace santé pour le moment. Donc là, nous, on a un travail à faire là-dessus. Alors, comment ça se passe pour le renouvellement des dotations au bloc? Il va y avoir, comme je le disais au début, 3 types de renouvellement. Si c'est un produit stocké, on va le renouveler au vu de ce qu'on appelle le journal des traçabilités. C'est-à-dire que chaque matin, le préparateur du bloc va regarder les administrations qui ont été faites,
sur les différents services qui sont reliés à sa mission et va renouveler en fonction des pauses. Donc, du coup, s'ils ont posé 3 chambres, on va renouveler 3 chambres. S'ils ont posé 2 pics, on va renouveler 2 pics, pour que finalement, il y ait toujours la dotation chaque jour, qui soit, à la dotation complète. Hem, on va donc éditer ce journal de traçabilité avec les incidents et les échecs de pause, parce qu'effectivement, même si ces DM sont pas enfin, ils sont administrés, mais en échec de pause, ils ne sont pas administrés aux passants, il va quand même falloir les renouveler. Donc on va pouvoir avoir, cette vision, là. Donc on sélectionne par service et par, du coup, administration avec la date de la veille et on regarde ce journal de traçabilité. Donc s'il y a pas de traçabilité au bloc, il y a pas de renouvellement. C'est là où il faut que tout le monde soit, hyper rigoureux. C'est que s'il trace, 3 fois un produit, bah, ça va fausser le stock et s'il trace pas, ça va fausser le stock. C'est pour ça que globalement, les e-bods vérifient le stock, alors sans forcément faire un inventaire détaillé des lots, ça c'est plus les préparateurs, mais vérifient le nombre pour être sûr qu'on n'ait pas loupé quelque chose. Et alors pour avoir déjà fait des recherches de traçat, plus on s'en rend compte vite et plus on arrive à les récupérer. Parce que sinon après c'est vraiment, donc c'est pour ça qu'on essaye de faire ça de manière, très, très régulière. Et ça nécessite, bah, de la rigueur, de chaque côté, quoi. Donc ça, bah, c'est un peu je me répète, hein, c'est l'édition du journal de traçabilité la veille par les PPH. Au vu du journal, on analyse et on renouvelle les dispositifs posés. Si c'est des DMI stockés, effectivement, il va y avoir un renouvellement immédiat. Si c'est un DMI qui n'est pas stocké, bah, au vu de la consommation, on va faire une génération manuelle d'une commande au fournisseur. Et si c'est un DMI en dépôt-vente, il y a une génération d'une précommande automatique dans Pharma qui est ensuite validée pour transmission au fournisseur. Alors, il n'y a jamais du coup de commande globale qui est faite, pour les DMI du bloc, puisqu'effectivement, on va renouveler qu'au vu des traçabilités. Donc il n'y aura pas de service qui va commander, 10 chambres implantables, si nous, on n'a pas de traçabilité de 10 chambres implantables. Voilà, donc les inventaires effectivement sont faits par le PPH bloc et ou les e-bods en fonction. Juste une aparté, parce que du coup, on en avait discuté aussi et je l'ai pas précisé. Dans ce système, en fait, quand on va dispenser au service, la dispensation sera immédiate. On n'a pas d'étape de réception au bloc opératoire. Alors nous, ça ne nous gêne pas parce que, bah, c'est ce que je disais, on est un petit établissement, on n'a que 6 salles de bloc, on a un préparateur qui est très présent au bloc et qui en plus, finalement amène les DMI, directement au bloc. Par contre, effectivement, quand on est une grosse structure, je me suis pas penchée sur la question. Je ne sais pas si Pharma est capable de le gérer ou pas. C'est possible, d'avoir cette étape de réception, directement au bloc opératoire pour, bah, pour valider qu'il y ait pas de perte dans le transport. Ça, je laisse la question en suspens parce que j'ai pas creusé le sujet. Alors, on a parlé du bloc, mais moi, je trouvais intéressant aussi d'évoquer les autres services parce que le bloc est un service poseur de DMI, mais comme je vous disais au début, nous, on a un gros plateau technique qui est, aussi très, très pourvoyeur de DMI, notamment la scénologie avec les clips de repérage. Donc, notre volonté d'utiliser Pharma est la même, que ce soit au bloc et dans les autres services. Ça marche, globalement dans tous les services, sauf la réanimation, on n'a pas réussi à leur faire utiliser Pharma quand ils posent des pipelines. Donc là, il faut qu'on retourne, au charbon pour, pour essayer de gérer ça parce qu'en fait, ils traçaient pas. En fait, là, alors, on a des armoires sécurisées pour le médicament et on a trouvé l'astuce de mettre les pipelines dans l'armoire sécurisée où ils sont obligés de rentrer un nom de patient. Donc ce qui fait qu'on arrive à avoir une traçabilité avec un bon en plus, manuel de traçabilité. Mais ça correspond pas à l'arrêté, ça correspond pas à ce qu'on nous demande, donc il va falloir qu'on soit plus sévère là-dessus et qu'on arrive à leur faire utiliser Pharma. Mais voilà, c'est vrai que ce système, ça marche pas quand, on a un service, en face de nous qui trace pas, qui voilà, c'est compliqué. Donc, du coup, dans ces autres services, on a les mêmes systèmes, parfois des renouvellements à la vue de la pause. Typiquement, par exemple, les boutons de gastro en consultation, c'est ça, on va commander uniquement quand ils sont posés. Les grains d'or, on va commander uniquement, pour un patient et on a du stock à la pharmacie, mais en tout cas, on va les renouveler uniquement si, effectivement, il y a une pause. Les kits de néphrostomie, c'est la même chose et puis on a aussi, et c'est là où le bât blesse,
certaines dotations qui sont renouvelées sans rapprochement avec les traçabilités. Et donc, je parlais des clips de repérage tout à l'heure, parce qu'on en a une consommation énorme et qu'on n'arrive pas à avoir ce mode de fonctionnement. Et alors, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que l'informatique ne remplace pas la rigueur et les échanges avec le service. C'est que là, je suis censée avoir une dotation en scénologie de 60 clips et j'ai plein de clips qui sont restés accrochés à ce produit-là. Donc, je ne peux pas me fier à ce qui est dans Pharma, là, pour me faire une idée de ce qu'ils ont dans le service, etc. Et donc, ça nécessiterait effectivement, peut-être d'avoir sur le même mode de fonctionnement un préparateur, qui soit plus présent dans les services sur le DMI, ou effectivement, voilà, de toute façon, ça nécessite une remise à zéro et après ça nécessite un suivi et une rigueur que pour le moment, on n'est pas capable d'avoir. Donc, voilà, c'était juste l'aparté pour dire que ça suffisait pas l'informatique. Alors, pour nous, les avantages de Pharma, c'est que, c'est qu'un seul outil. On a des interfaces qui fonctionnent pas toujours. C'est vrai que nous, si on peut éviter les interfaces, on les évite, mais bon, après, on peut pas toujours les éviter. Là, ça nous va bien parce qu'en tout cas, sur le circuit des DMI, il y a qu'un seul outil. Hem, effectivement, ça nous permet d'avoir cette sorte de magasin virtuel qui fonctionne très bien au bloc. On n'a pas de souci parce qu'il y a aussi la présence, effectivement, de personnel pharmaceutique. Et ça facilite aussi les inventaires. Alors, effectivement, pour le moment, il faut quand même faire un rapprochement entre la liste d'inventaire et ce qu'on a dans le service. C'est pas de la RFID, mais bon, ça permet déjà d'avoir un visuel et de permettre de ne pas y aller à l'aveugle. Alors, les réserves qu'on pourrait avoir, c'est ce que j'ai dit, ça ne remplace pas la rigueur des soignants. L'administration étant de la responsabilité du service, ça nécessite une collaboration et non un transfert de tâches au sujet de la surveillance des traçabilités et de la gestion de stock. Parce qu'effectivement, là, finalement, les iPods, elles ont très peu d'action sur le DMI, à part la traçabilité, puisqu'après, nous, on prend en charge le reste. Mais quand il y a une erreur de traçabilité, il faut tous s'y mettre, hein. Ce n'est pas le préparateur qui va aller chercher. Parce qu'effectivement, sinon on s'en sort pas. L'implication du PPH, et IBOD ou les soignants dans les autres services, enfin là j'ai mis pour le bloc, mais effectivement je pense qu'on peut l'appliquer à tous les services, pour moi est indispensable pour éviter les écarts. Et alors, les améliorations possibles, pour nous en tout cas, c'est effectivement d'arriver à généraliser Pharma pour toute la traçabilité des DMI et tous les services, d'utiliser Pharma pour le renouvellement uniquement au vu des dotations, pour supprimer en fait toutes les demandes globales de DMI qui sont pourvoyeuses de surstock, de perte, de perte de traçabilité, etc. D'améliorer les collaborations pharmacie-service sur le modèle déjà déployé au bloc. On pourrait également, ah oui, en fait, là, sur les DMI en dépôt temporaire, heu, nous, on aimerait arriver à ce que le médecin, fasse ses demandes directement dans Pharma. Parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé là, mais c'est des demandes qui sont faites encore sur papier, où il faut que nous, on retranscrive la référence et cetera et ça peut être, problématique. Donc, effectivement, l'étape, c'est de développer, la prescription, enfin, en tout cas, la demande de dispositifs médicaux implantables via Pharma pour, les demandes de dépôt temporaire qui ne sont pas, en dotation. Et puis, il faut qu'on développe l'interface, Pharma avec, le DPI, et puis mon espace santé pour permettre, de répondre, aux exigences de l'arrêté et une traçabilité, jusque dans le dossier patient. Voilà, c'est fini pour moi. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Élise pour, cette présentation et puis, ce circuit, qui montre, les avantages et les inconvénients et que finalement, quand pas mal de choses fonctionnent, d'autres restent encore à développer et à surveiller. Vous avez un certain nombre de questions dans le chat, donc, comme on l'a présenté au début, on vous les garde et on en discutera à la fin de la seconde présentation. Donc, sans transition, je laisse la parole à la présentation au CHU de Toulouse. Vous nous entendez? On vous entend. Vous voyez le Il nous devant? manque le plein écran OK, et ce sera bon. j'y arrive.
Voilà, ça y est. C'est Voilà. parfait, merci. Alors, du coup, je suis pharmacienne au CHU de Toulouse et je remercie Monique du coup de m'avoir demandé de vous présenter de vous faire, on va dire, un partage d'expérience sur le circuit des implants un peu en général, puisqu'on vient de finir l'informatisation sur le CHU, et en faisant un focus sur la gestion des stocks au bloc opératoire. Alors, merci. Du coup, si je vous présente rapidement l'établissement pour vous donner une idée du périmètre, alors on est sur un CHU qui est réparti dans deux gros établissements qui sont Rangueil et Purpan. On a moins de 3000 lits et places, 85% de MCO. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il y a 89 salles de bloc ou salles interventionnelles qui sont réparties sur une vingtaine d'unités, en fait une vingtaine de spécialités. On a 45 000 interventions par an, 85 000 DMI posés pour 41 millions d'euros. Une grosse partie est hors GHS, en tout cas en montant. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on a 30% des implants en volume sur Rangueil et 70% sur Purpan, mais c'est complètement l'inverse en termes de montant financier, puisque en fonction des spécialités, sur Rangueil, on a un volume financier qui est beaucoup plus important. Et du coup, on a déployé l'informatisation en premier temps sur Rangueil et dans un second temps sur Purpan. Donc, notre architecture informatique est celle-ci. On a comme GEF le MAC2 qui permet également les demandes de services, demandes de matériel et de médicaments dans les services de soins. On a un logiciel de gestion du magasin qui s'appelle Copilote. Notre gestion administrative des patients, c'est Pastel. Et notre DPI, c'est Orbis. On avait, avant l'informatisation du circuit, on avait déjà des interfaces, à savoir qu'on a des interfaces entre les logiciels qu'on avait de traçabilité et le MAP2 qui nous donne notre référentiel de produit. On avait déjà aussi des interfaces entre les séjours de patients, donc Pastel, et les logiciels de traçage. Mais jusqu'à 2019, donc, on avait les traçabilités des implants qui étaient faites dans les blocs, dans différents supports informatiques et sans lien avec le reste du circuit. On avait donc une partie qui était pour les radios interventionnelles sur Explore, une grosse partie qui était au bloc opératoire sur le logiciel Opera. Les consultations, elles traçaient dans Pastel. Et tout ce qui était cardiologie interventionnelle, tracé et trace encore sur Emolia. Donc, notre objet, ça a été d'essayer d'uniformiser les supports pour faire cette traçabilité et surtout d'informatiser l'ensemble du circuit. Du coup, on a éliminé 3 logiciels. On a gardé Emolia, donc ça ne fera pas l'objet de cette présentation, puisque c'est dans un second projet qu'on n'a pas encore mené, qu'on va permettre d'informatiser l'ensemble du circuit des implants sur Emolia. On a gardé Emolia pour la cardio, pour la partie bloc opératoire, et on est venu informatiser l'ensemble du circuit pour tous les autres périmètres. Donc, le principe de ce projet qui a débuté en 2019, donc ça a mis un certain temps, il avait pour objectif, en fait, de sécuriser la traçabilité sanitaire et financière, ça je vous apprends rien, de permettre également de tracer les indications médicales des postes des DMI hors GHS, c'était une exigence, c'est toujours une exigence, de sécuriter la prise en charge des patients en ayant une gestion de stock informatisée et puis de faciliter la passation des commandes. Tout ça donc pour répondre aux exigences qu'on avait à l'époque sur le CACES et d'optimiser notre gestion des stocks en créant des armoires virtuelles. Donc, sur Jean-Pierre, on a parlé de magasins virtuels. Voilà, c'est le même principe des armoires virtuelles de stock de DMI et de générer des renouvellements automatiques des implants et de pouvoir faciliter les inventaires. Et donc là, on était en 2019, on n'avait pas encore la circulaire qui est arrivée en 2021, mais on était, on va dire, complètement dans l'objectif de la circulaire. Donc notre circuit avant informatisation, on a essayé de le schématiser ici. Il avait un certain nombre de défauts. Déjà, ce n'était pas un circuit complet parce qu'on voit que ça ne fait pas une boucle. Si je vous le décris rapidement, la partie orange, c'est les étapes pharmaceutiques. La partie bleue, c'est les étapes qui étaient au bloc opératoire. Et les outils, je vous les ai mis dans ces petites bulles grises. Donc, le défaut qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y avait pas de communication informatique entre l'étape de réception et de dispensation à la pharmacie des implants et finalement l'utilisation dans les blocs opératoires. Il n'y avait aucun lien. La deuxième étape, c'était que la pose sur les logiciels de traçabilité qu'on avait exploré Opera se faisait en simple déclaratif. Donc, il y avait quand même un référentiel produit, mais c'était de la saisie manuelle. Il n'y avait pas de stock informatique qui permettait de vérifier les choses. Et puis, du coup, pas de lecture de code barre, donc avec un risque d'erreur et de défaut de traçabilité important.
et aucune communication avec la possibilité de renouveler. Donc, les blocs étaient obligés de ressaisir dans la demande de service sur MAC 2 leur demande de renouvellement d'implant. Donc, aucun lien pour renouveler le stock. Après, la partie pharmaceutique était déjà bien enchaînée, à savoir qu'une fois qu'on avait une demande de service, on pouvait la valider, la transformer en commande fournisseur sur MAC 2 et l'envoyer au fournisseur via Hospitalis pour générer après la réception, ainsi de suite. Donc, on avait 3 grands défauts quand même à ce circuit et on a voulu chaîner les choses. Donc, on a fait l'acquisition du logiciel Copilote. On a choisi ce logiciel puisque du coup, c'était un logiciel qu'on avait déjà à la PUI pour la gestion de notre stock, de notre magasin. Et c'est le logiciel qui nous a permis d'avoir une interopérabilité avec notre urbanisation informatique, à savoir nos DPI qui étaient en BIS, les logiciels quand même utilisés dans les différents blocs pour lesquels on a enlevé la traçabilité des implants, mais qui restaient utilisés pour les comptes rendus, pour la gestion des salles et pour un certain nombre d'autres périmètres informatiques. Notre projet, donc, ça a été l'acquisition de copilotes, mais associé à l'accompagnement par des préparateurs référents dans les blocs. On a mis sur 3 missions principales, à savoir le maintien, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle des armoires virtuelles, je vais revenir dessus. Mais également, l'idée était d'aller travailler sur la gestion aussi du stock du matériel, le bon usage du matériel au sens général et pas que implantable. Donc en 2019, on a réussi à déployer ce projet sur le site de Rangueil avec l'exemple de 3 postes de préparateurs référents, donc pour 40 et quelques salles. Et ensuite, on a fait notre deuxième phase qu'on vient juste de terminer, donc sur fin 2023, début 2024, sur le site de Purcoing avec 2 préparateurs et 1 aide-préparateur. Le principe de ce qu'on a mis en place, je vais vous présenter ça avec les différentes étapes du circuit, c'est qu'on a fait l'acquisition du logiciel copilote pour nous permettre de chaîner ensemble des étapes et de le connecter avec MAC 2 et notre DPI Orbis. Donc, si on prend la première étape, on a pris la première réception, la PUI, qui est ici. Le principe, c'est que la première fois qu'on reçoit une nouvelle gamme ou un nouvel implant, on a une première étape qui est d'appairage de l'IUD. L'appairage de l'IUD, ce qui va nous permettre après, c'est l'enregistrement en gros de l'IUD dans le logiciel copilote, ce qui permettra ensuite de rendre scannable à chaque étape du circuit cette référence d'implant et après, à chaque fois qu'on recevra de nouveau cet implant avec de nouveaux IUD IP, mais en tout cas le même identifiant. Donc, cette étape de réception, on a cette étape d'appairage une première fois, et puis ensuite, à chaque réception des implants, on peut, par scannage, enregistrer sur copilote le lot, la série, la date de péremption. Tout ce qui a un code barre, bien évidemment. On a une étape d'enregistrement du bon de livraison également à cette étape. La dispensation ensuite, c'est la majorité de nos implants étant hors stock, on a très très peu d'implants stockés. Ils sont directement réceptionnés puis dans le même temps délivrés à un service et on crée un contenant puisque du coup plusieurs DMI peuvent être enregistrés dans un même contenant pour sa traçabilité et sa dispensation au service. Une fois dans le service de soins, donc on a une étape qui est nouvelle pour les services, parce que jusqu'à maintenant ils recevaient leurs implants et les rangeaient. Maintenant, il faut qu'ils reçoivent leurs implants, qu'ils les enregistrent informatiquement avant de les ranger. Cela, ça permet l'enregistrement dans l'armoire virtuelle du bloc. Donc, cette réception, elle se fait par scannage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut scanner les implants ou on peut surtout scanner le contenant. Ce qui permet, si on a plusieurs implants livrés dans le même contenant, c'est dans le même temps, ça va faciliter cet enregistrement et cette implémentation de l'armoire virtuelle du bloc. L'étape de pause, ça a un petit peu changé. Bon, il le faisait déjà, rapprocher un séjour avec un implant, il le faisait déjà, sauf que là, maintenant, c'est assez verrouillé parce qu'on ne peut tracer que les implants qu'on a dans son apport par mois. Donc, il faut que l'implant, il soit avec le numéro de série, la bonne date de péremption, la bonne quantité, dans l'armoire virtuelle de l'unité. Quand cela c'est possible et qu'il y a une UD et qu'il a été appairé, c'est par scannage, ça limite les erreurs. Cette étape de pause permet d'enregistrer l'ensemble des informations pour générer ce qu'on appelle une fiche DMI patient qui est envoyée dans notre DPI dans Orbis. C'est un simple PDF, ce n'est pas très complexe, mais ça arrive jusqu'au dossier patient. À l'étape de pause, on peut également enregistrer des événements tels qu'un échec de pause et en justifiant du contexte de cet échec. Et ensuite, ce qui est intéressant pour le bloc, c'est que ça génère automatiquement une demande de renouvellement à la logistique du bloc.
cette demande, alors, la saisie, mais pardon, il y a également une étape où ça, pour les DMI hors GHS, ça génère la possibilité d'aller saisir les indications pour le chirurgien. Donc là, on a mis l'interface vers le compte rendu opératoire du chirurgien. Quand il est dans son compte rendu opératoire qui est dans le DPI, qui est sur Orbis, ça génère une alerte et il bascule dans le copilote pour aller saisir dans un menu déroulant l'indication de pose de l'implant hors GHS. Et donc, ça permet une saisie obligatoire pour essayer de motiver la saisie. Et à l'issue de ça, l'ensemble de ces informations sont disponibles pour générer un fichier de facturation. La demande de renouvellement, donc, côté bloc, il y en a une première étape qui est proposée à la logistique de bloc. Ensuite, on reçoit nous aussi une étape de demande de renouvellement qu'on valide côté préparateur. Donc, pour l'instant, on a laissé ces 2 étapes, mais le logiciel permettrait d'en lever une si on le souhaite. Pour l'instant, on a laissé ces 2 étapes. Et une fois que c'est validé, ça se transforme en commande au fournisseur avec une interface de copilote vers MAD2. Alors, ce qui est intéressant sur cette demande de renouvellement, on a mis demande de renouvellement ou non, c'est qu'en fait, on s'appuie sur notre référentiel DMI, donc notre fichier produit, pour déterminer si la mode de gestion qu'on veut sur cet implant donné. Donc, on a différents modes de gestion qui existent, à savoir dépôt permanent, dépôt temporaire, achat permanent et achat nominatif ou temporaire. C'est un achat qu'on a fait ponctuellement pour un patient donné, mais on ne veut pas générer un renouvellement, on ne veut pas l'avoir en dotation de manière permanente. Donc, une fois qu'on a déterminé par implant en fait, le mode de gestion qu'il doit suivre, le logiciel va proposer automatiquement une commande de régularisation en embarquant le lot et la série pour le cas d'un dépôt permanent et en demandant un renouvellement. Si le dépôt est temporaire, ça génère une demande de régularisation donc, en embarquant toujours le lot et la série pour que le fournisseur puisse décrémenter son dépôt, mais sans demande de renouvellement. Si c'est un achat permanent, ça fait une demande de renouvellement avec juste une quantité sans information de traçat. Et pour un achat nominatif, la boucle s'arrête ici, on l'a implanté et on ne renouvelle pas cette implant. Si on revient sur la fiche d'information patient, ce qui a été programmé, donc c'est l'envoi au DPI avec 2 subtilités. C'est que les échecs de pose, bien évidemment, on les trace et on les renouvelle, mais on ne les envoie pas dans la fiche d'implantation patient, parce qu'il n'y a pas les échecs qui ne sont pas porteurs de cet implant. Et de même pour les DM de titre 5, qui sont des DM en GHS que l'on trace pour l'objet de la facturation, mais qui ne sont pas implantables au sens strict, ils ne se retrouvent pas sur la fiche d'implantation du patient, bien sûr. Après, on a prévu quelques cas particuliers avec ces circuits, à savoir que lors de la réception, en fait, on détermine quel est le mode de gestion des implants, à savoir s'il est tracé au lot, à la série ou aux 2 ou à rien du tout, quand c'est l'ostéosynthèse. Et cela nous permet, lorsqu'on scanne en réception à toutes les étapes du circuit, de remplir les bons champs au bon endroit, c'est-à-dire que ce qui est scanné, ça va remplir le champ numéro de série, numéro de lot, ou les 2. L'ostéosynthèse, donc si on paramètre l'implant comme étant de l'ostéosynthèse, on n'a pas d'exigence du coup de saisie de lot ou de série. On ne trace finalement qu'une quantité et une référence. Pour ce qui est la gestion des prêts, on a prévu qu'entre blocs, en fait, on peut bien sûr se prêter des implants. Et à ce moment-là, quand on est dans la phase de traçabilité au bloc, vu qu'en fait, on a des armoires virtuelles qui sont par unité, si le bloc a implanté à une autre spécialité à un implant, il faut qu'il aille ouvrir l'armoire virtuelle de son voisin, ce qui lui permet de faire sa traçabilité, mais l'implant sera de facto renouvelé au bloc prêteur et non au bloc implanté. Comme ça fonctionne bien. Ensuite, on a aussi prévu les conditionnements multiples où Copilote nous permet d'enregistrer un certain nombre de traçabilités et de générer une demande de renouvellement que quand la quantité minimum de livraison est atteinte. Si la PME est à 5, il attend d'avoir 5 pauses pour nous proposer de recommander une boîte de 5. Titre 5, on en a parlé. Et en fin de marché, on renouvelle. On ne peut pas renouveler les implants qui sont en fin de marché. Il y a un mécanisme qui bloque. Donc après, comme on est dans un circuit avec ces armoires virtuelles qui sont assez verrouillées, on a forcément des cas de figure où il faut pouvoir, pas contourner, mais réalimenter, remettre en condition l'armoire, à savoir qu'on a un certain nombre d'entrées de stocks qui sont nécessaires, et donc ça c'est fait par le préparateur. Quand on a des dépôts temporaires, donc nous on n'enregistre pas l'ensemble des DMI qui arrivent lors des dépôts temporaires, on a trop de références, on attend que la pause soit faite, et finalement la traçage se fait en post-op,
Donc, l'entrée dans le stock des implants qui doivent être posés se fait en post-opératoire par le préparateur et la traçabilité se fait par le bloc en post-opératoire. Et ensuite, la chaîne est retrouvée. Quand on dépanne notre établissement, bien sûr, notre établissement nous dépanne, pardon, il faut rentrer l'implant dans la mort qui puisse être tracé. Quand on a des essais également, on appelle d'offres ou autres. Et on doit également faire des sorties de stock, pas uniquement lorsqu'on a une pose d'implant, mais également quand on trouve des écarts d'inventaire, quand on doit sortir des périmés, quand on doit dépanner notre établissement, retirer un lot, mettre fin à un dépôt qu'on rend au fournisseur pour changer de gamme. Tous ces cas de figure, finalement, il faut toujours maintenir le stock de la moire juste et donc il faut faire des entrées et des sorties qui vont un peu court-circuiter le circuit que je vous ai présenté juste avant. Donc, notre phase notre projet d'informatisation s'est fait en 2 phases, je vous le disais. En 2019, donc, on a fait à Rangueil avec 40 salles. Sur 10 mois à peu près, on a déployé 10 unités. Et puis, on a mis quand même bien 1 an à trouver notre équilibre entre le rôle des préparateurs, le rôle des logisticiens au bloc, qu'ils appréhendent bien ces nouveaux outils parce que c'est vraiment le côté bloc où il y a eu énormément de changements. On était parti pour tout informatiser, mais on a eu 2020-2021 année Covid et on a eu du mal à repartir pour trouver, on va dire, la validation du temps préparateur qu'on demandait pour aller finaliser le projet, malgré la circulaire DMI qui était sortie entre-temps et qui donnait raison à notre projet. On a réussi du coup à redémarrer et en 2023, du coup, on a finalisé le déploiement sur tout le temps qui était un déploiement dans un contexte un peu différent, du coup, parce qu'on a eu la chance d'avoir un fort accompagnement de la DSN et ça tombait bien parce qu'on avait encore 44 salles à déployer, mais avec toute l'ortho, la neurochir, des spécialités beaucoup plus lourdes en nombre d'implants et en nombre de références. Et on avait une forte attente des blocs, puisqu'en fait, ça faisait 2-3 ans déjà que la moitié du CHU était avec un circuit, l'autre moitié du CHU était avec un autre circuit, et les blocs communiquent entre eux, les agents communiquent entre eux, et ils étaient assez en attente quand même qu'on vienne finaliser cette informatisation. On a fait donc entre octobre 2023 et là, on a fini il y a 1 mois. Et donc, forcément, les organisations sont en cours de stabilisation. Ça, je vais passer pour pas perdre trop de temps. Donc, juste les étapes clés pour avoir un circuit qui fonctionne une fois qu'on met l'informatique. Les premières étapes clés, c'est forcément le paramétrage qui est côté pharmacie. D'abord, le paramétrage du fichier produit. Puisqu'on l'a vu, tout implant doit avoir un mode de gestion. Est-ce qu'il est en dépôt, est-ce qu'il est en prévenant? Il doit avoir un mode de traçabilité au lot, à la série. Donc, il y a eu un lourd travail de paramétrage de nos 12 700 fiches de DMI. Heureusement, finalement, on a fait entre les 2 années parce que tout d'un coup, ça a été compliqué. Et puis, quand on a fait ce travail, il a fallu aussi se poser plein de questions, c'est-à-dire est-ce qu'on a des DMI qui sont seuls, est-ce que c'est un DMI dans un kit qui est associé à des DMI qui ne sont pas des DMI, est-ce qu'on a des essais, est-ce qu'on a des titres 5, est-ce qu'on a des problèmes de conditionnement, voilà. Donc, il a fallu quand même mettre à plat un certain nombre de critères pour être sûr de bien paramétrer les choses, parce qu'une fois qu'on a mis l'informatisation, on a quand même bien verrouillé le site. Et puis donc, on a fait l'acquisition de la CIO pour nous permettre d'asseoir notre référentiel qui nous permet d'avoir les statuts, les codes FPPR. Alors, on ne prend pas les livrets non plus, on prend très peu de critères, je crois qu'on prend 5 critères pour alimenter notre référentiel produit. Mais ce qu'on attend surtout, c'est qu'il y a les IUD dans la CIO. Pour l'instant, on est toujours en train d'appairer à la réception parce qu'on n'a pas encore les IUD dans Copilote, mais on les a dans Mac 2 et donc on est encore au milieu du game. Mais l'idée, c'est qu'on puisse héberger les IUD de manière automatique de la CIO jusqu'à Copilote, ce qui nous enlèvera cette charge de travail à la réception. Donc ensuite, on a fait aussi un paramétrage des thésaurus des indications en GHS parce que ça n'existait pas, c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas, mais maintenant on donne la possibilité aux chirurgiens de choisir dans un menu déroulant l'indication qu'il a de pose de son implant. Et donc, on a fait un thésaurus qui compte 3800 indications pour 1100 codes LPP. Donc, ça, c'était côté pharmacie, la phase préparatoire. Et ensuite, pour mener le projet, il y a une grosse phase de communication, d'information et de formation des équipes soignantes parce qu'on vient avec un outil, on vient complètement bouleverser quand même leur manière de travailler. Donc, pour que les équipes adhèrent au changement, il faut les accompagner, il faut mettre du temps. Donc, des fois, on fait des réunions, on invite tout un bloc, il y a 4 personnes. Mais c'est pas grave, il faut faire pour ces 4 personnes et puis on revient. Et puis voilà, il faut un petit peu de motivation, mais ça le fait.
Ensuite, il faut faire aussi une analyse de leur organisation parce que forcément, on découvre plein de choses dans les blocs. On ne sait pas tout à la pharmacie, on ne sait pas où sont rangées les choses, on ne sait pas qui cache où les trucs, on ne sait pas quel est le chirurgien qui fait des demandes en parallèle, quel est bon. Voilà, donc il y a quand même plein de choses à aller voir, mais aussi ben, les locaux, les équipements, où c'est qu'ils font la réception, quelles sont leurs habitudes de travail. Donc ça, c'est aussi une étape hyper importante. Et ensuite, on a fait des inventaires préparatoires plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant les déploiements pour se rendre compte de la volumétrie. Et puis après, on a fait des inventaires, ce qu'on appelle de montée en charge, c'est-à-dire la veille du déploiement où on a dit ce jour-là, on informatise le circuit. Eh bien, il fallait rentrer l'ensemble du stock d'implants des blocs dans le logiciel. Donc, c'est ce qu'on appelle des inventaires de montée en charge. On a fait un certain nombre de et je finirai par l'accompagnement parce que ça ne fonctionnerait pas sans accompagnement pour le déploiement qui a été fait par des assistants fonctionnels du service informatique, mais surtout au quotidien, depuis qu'on a informatisé et au quotidien encore, l'accompagnement par des préparateurs référents. Et on est encore en difficulté nous, pour aller stabiliser ces ressources, mais qui sont indispensables pour que le circuit fonctionne. Donc, ils sont quand même souriants quand on a fait les inventaires. Moi, je vous ai mis cette photo qui est sympa. Pourtant, c'était tard un lundi soir pour informatiser l'ensemble des blocs opératoires. Donc, la gestion, maintenant, comment on la gère? Ben, alors, j'ai repris l'arrêté du 8 septembre. Dans l'article 15, ça détaille hyper bien le processus. C'est rare d'avoir un arrêté aussi détaillé, mais celui-ci détaille bien le processus organisationnel. Et donc, je vous ai souligné les étapes qui sont vraiment dans le service. Il faut savoir qu'il y ait une dotation qui puisse renouveler, il faut qu'il y ait une réception, un stockage dans le service, une gestion des dépôts. Donc, finalement, c'est l'informatisation qui donne tous ces outils. Et l'élément qui doit être embarqué partout, c'est toutes ces infos. Donc, moi, j'ai mis en rouge ce qui me paraît compliqué parce que nous, on n'arrive pas à embarquer ça, en tout cas pour l'instant au CHU Toulouse. Donc, l'IUD, il est enregistré dans MAC2, il est apparu quelque part dans le copilote, mais il n'est pas tout au long du circuit. Donc, on peut scanner tout au long du circuit. Mais par contre, je ne peux pas requêter les IUD, je ne peux pas. Donc, on ne répond pas encore complètement, on va dire, à l'arrêté sur ce point. Ensuite, ben, le nom, la dénomination, les références, tout ça, c'est quelque chose qui est généralement embarqué dans nos libellés, dans nos descriptifs DMI. Mais par exemple, nom du fabricant et le cas échéant, le nom du mandataire, autant vous dire que on a le nom de la personne à qui on achète notre fournisseur. Des fois, pas le fabricant, des fois, le mandataire. On n'a pas les deux. Je ne sais pas s'il y a des établissements qui ont les deux. Donc, sur l'étape de réception en pratique, ben, donc l'étape de réception dans le service, hein, là, je suis dans le bloc opératoire. Je vous ai mis une petite copie d'écran de finalement l'étiquette qu'ils ont sur leur contenant, puisqu'ils peuvent aller scanner les DMI, mais comme je vous l'ai dit, ils peuvent scanner directement le contenant quand ils se mettent dans leur logiciel, dans les contenants qui leur ont été délivrés par la pharmacie. Et ça leur permet, en fait, en une seule fois, de réceptionner ben, potentiellement plusieurs implants qui sont dans ce contenant. Ça n'affranchit pas de vérifier qu'on a bien la bonne quantité, le bon lot, bien évidemment. Mais une fois qu'on a scanné, on peut d'un clic, en fait, réceptionner d'un coup. Alors ça, c'est quand même important parce que, pour rappeler que c'est une étape qu'on a mis supplémentaire au service, obligatoire aussi, parce que sinon, il n'y a pas d'alimentation de l'armoire virtuelle. Une fois que le stock, que la réception est faite, ça alimente donc ces stocks dans le service. Et donc ça, c'est l'écran de copilote web. En fait, on a un copilote, on a une application qui est côté pharmacie et ils ont une application web qui est côté service, qui est basée sur le même logiciel, bien sûr, mais qui n'a pas tout à fait la même esthétique. Côté service, donc du coup, ils ont accès, et nous aussi, on a accès au stock des implants qui sont dans les unités. Et ils ont également accès à leur dotation et leurs commandes. Donc, une copie très rapidement, mais on a les produits qui sont identifiés et on a le stock qui est dans le service, mais ils ont également la dotation, je vais revenir dessus. Ils ont potentiellement qu'est-ce qui est en commande et qu'est-ce qui est en attente de validation. Donc, logiquement, ils ont quand même énormément d'informations par rapport à avant, mais il n'y avait aucun stock informatisé. Ils saisissaient des demandes sans corrélation avec leur pause et ils n'avaient pas de vision aussi complète de où étaient les choses. Maintenant, ils ont également la vision de toutes les commandes en cours, à savoir, pour tel implant, j'ai eu une commande en cours, elle est passée, ça veut dire qu'elle n'est pas encore réceptionnée, mais si le DMI a été réceptionné à la pharmacie et qu'il est en cours d'acheminement, on appelle ça DMI en transit, ça veut dire qu'ils vont le recevoir dans les 24 heures. Ils ont la date de passation, bon voilà, ils ont quand même beaucoup d'informations à leur disposition. Après, ce qui est compliqué pour nous, c'est d'être sûr de bien corréler les informations. C'est-à-dire que normalement, s'il y a un implant en commande et 3 en stock, on est d'accord qu'il y en a 4 en dotation.
Donc ça, c'est tout notre challenge d'arriver à maintenir toutes ces données de manière juste. Donc les dotations, justement, ce n'est pas leur stock service, hein. Les dotations, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils sont censés avoir pour fonctionner. C'est du coup paramétré par la pharmacie dans une écran, je vous ai mis une copie, où on paramètre pour un service donné la liste des implants dont ils ont besoin pour fonctionner, avec une quantité en face pour un service donné. Donc on peut le paramétrer par import de fichier, heureusement, c'est une copie, mais on peut aussi le modifier au cours du temps en ajoutant, en modifiant cette quantité en fonction des besoins, ou en supprimant si la gamme est retirée, bien évidemment. Et eux, côté service, côté bloc, ils ont la visualisation de ces dotations, donc ils n'ont pas la main dessus, ça c'est la pharmacie qui le permet, mais ils ont la visualisation de leur dotation. Donc ils peuvent déterminer que le stock qu'ils ont et quelle est la dotation attendue, est-ce qu'ils sont en surstock, en sous-stock, ça peut permettre aussi des moments d'ajuster des renouvellements, par exemple. Côté inventaire, on a aussi la possibilité par le logiciel de faire des inventaires. Donc par scannage des ID. Alors ça peut être des inventaires tournants, ça peut être des inventaires de fin de marché, de fin de dépôt. Ça, c'est à nous de déterminer à quel rythme et quel périmètre on peut le faire. En tout cas, c'est fait en temps réel en fonction du stock qui est un jour donné dans un service. Et là, je vous ai fait un écran, par exemple. On peut faire un inventaire d'un bloc entier. Généralement, on ne le fait jamais parce que c'est trop lourd. Mais là, on a tapé le nom d'une gamme et on a juste les dents de prothèse œsophagienne, on a la gamme évolution, on a juste cette quantité. Et ce qui permet par scannage d'aller scanner l'ensemble de ces endoprothèses et finalement de comptabiliser. Quand c'est vert, c'est qu'on est bon, on a ce qu'il faut. Quand on a des écarts, ben, le logiciel nous dit ben, t'en comptes pas assez ou t'en comptes trop. Et à la fin, on valide l'inventaire et on peut tout à fait, à la fin d'un inventaire, soit créer du stock si jamais, ben, c'est pas très logique, mais il faut trouver pourquoi, mais on a plus de stock que ce que la machine avait. Soit on peut mettre en absence de traçage si on a perdu un implant. Alors d'abord, on fait des recherches avec les blocs, etc. Mais une fois qu'on a vraiment perdu une traçabilité, on peut mettre en absence de traçage, ce qui va permettre de renouveler l'implant et de régénérer un stock propre et instantané. Les préparateurs dans tout ça, maintenant qu'on a fini de déployer, donc ils ont une fiche de poste qui est assez définie par rapport aux logisticiens parce qu'ils sont pas très nombreux quand même. Donc en gros, il y a 3 préparateurs pour 44 salles de bloc, donc il y a du taf. Donc ils ne génèrent pas les commandes, c'est pas eux qui saisissent les commandes puisque c'est les postes qui génèrent les commandes. Par contre, ils valident toute demande de DMI et puis ils font tout ce qui est entrée et sortie de stock pour permettre de garantir que ces armoires virtuelles restent justes. Donc ça, on a cité les exemples. Ben, ils paramètrent la dotation théorique, ils gèrent le périmètre, les champs de marché, et puis on fait des inventaires tournants de stock et de dépôt. Pour l'établissement de Rangueil, ils gèrent aussi les DM dans les services. Pour l'établissement de Purpan, on n'a pas eu les RH escomptés. On a vraiment une mission des préparateurs qui est limitée au DMI. Et donc, on a laissé bien sûr aux logisticiens, donc ça c'est important d'être bien en accord avec le bloc, à dire que ben, les contrôles de traçabilité, ça reste du logisticien, du personnel de bloc, la validation de leur première demande, c'est eux, les rangements des commandes, c'est eux, la tenue des réserves, c'est eux. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on est peut-être en retard sur les chiffres, mais tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a informatisé, ben, forcément, on a des données, on a beaucoup de données. Donc, on peut sortir tous les implants qu'on a dans l'armoire à date. Donc, ça, je l'ai fait la semaine dernière. On a 55 000 implants pour 11 millions d'euros qui sont dans nos réserves. On peut chiffrer est-ce qu'ils sont en dépôt permanent, en dépôt théorique et les quantités. On peut voir qu'est-ce qui est en dot, qu'est-ce qui n'est pas en dot. Donc, ça, c'est logique. On a des implants qui ne sont pas en dot. Il y a les prénoms, il y a les réductions qu'on peut faire ou les changements de gamme. On essaie de suivre le taux de saisie des indications par les chirurgiens parce que ça, c'est aussi une nouvelle étape et donc, c'est pas forcément toujours fait. En tout cas, il faut penser aussi à embarquer les équipes et à les relancer. Bon, on est à 85% de saisie, mais il y a une grosse variation entre les services. Donc, on sait qu'il y a des services sur lesquels on a un travail à faire. Et après, côté exhaustivité de la traçabilité, alors j'ai que les chiffres de Rangueil parce que ça a été déployé il y a un certain temps. Les chiffres de Purpan, on ne les a pas encore générés, mais on avait fait des audits entre avant copilote et après copilote, en essayant de voir entre le cahier de bloc et le logiciel, est-ce qu'on avait le bon chirurgien, la bonne quantité, le bon lot, en essayant de prendre tous les critères. Et on était passé de 78% de conformité à 94% de conformité. Juste en synthèse, parce que ça me paraît quand même important, ce qui est hyper intéressant dans ce travail, c'est que ça nous a obligés et permis de travailler sur notre référentiel produit, d'acquérir la CIO et puis finalement de qualifier le référentiel des implants.
Par contre, on n'a pas encore la visibilité, je vous le dis, à toutes les étapes par manque d'interfaçage entre Mac 2 et Copilote. On est dans pile poil en interopérabilité parce que nous, on n'a plus aucune retranscription. Une fois que l'implant est entré à la réception à la PUI, il a un chaînage et on ne peut plus le modifier, on ne peut plus toucher, on ne retranscrit plus. Par contre, on perd la souplesse, on a une certaine rigidité dans le système, forcément. Donc, les prêts, les copains qui amènent, la boucle, voilà. Il y a plein de cas de figure où il faut qu'on rattrape notre boucle parce qu'on ne peut pas implanter, on ne peut pas utiliser un implant qui n'est pas dans l'environnement virtuel. Côté information patient, donc c'est pas mal parce qu'on a une fiche d'information dans le DPI, mais on n'a pas encore dans le DLB. On a des stocks informatisés, je vous disais, donc on a énormément d'informations par rapport à précédemment et on peut dépanner des services, on peut voir côté pharmacie, mais on peut voir aussi dans le bloc leur propre stock, bien évidemment. Par contre, on est réellement en difficulté sur la stéosynthèse parce que le fait de ne pas avoir de lot ou de numéro de série, ce n'est que des quantités qu'on gère, c'est quelque chose de plus fragile. Et en plus, l'ostéosynthèse, il y a une partie du stock qui est dans la boîte d'ancillaire, il y a une partie qui est dans le stock tampon. Donc, en fait, pour avoir une quantité, alors qu'on ne peut pas ouvrir toutes les boîtes pour faire les inventaires, voilà, on sait qu'il y a un défaut de traçabilité sur l'ostéosynthèse aussi. Les petits vis, est-ce qu'on trouve la bonne ref? On ne peut pas scanner, on ne peut pas. Donc, l'ostéosynthèse, c'est vraiment un point difficile de déploiement. Et on a encore une réunion demain avec le bloc pour essayer de voir comment on peut les aider au mieux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que s'il y a un défaut de traçabilité, sur l'ostéosynthèse, ils tracent 2 vis au lieu de 10. Nos stocks, ils ne se remplissent pas. Ils le voient très tardivement parce que c'est des ancillaires. Les stocks tampons, on n'a plus d'image de ce qu'on doit avoir en stock tampon parce que ma dotation, c'est l'ensemble des stocks. Et donc, voilà, c'est compliqué sur l'ostéosynthèse, mais tout circuit serait compliqué, je pense, pour l'ostéosynthèse. Après, on a gagné clairement en lien entre les blocs et la pharmacie. Le fait de ce projet, le fait d'avoir du personnel, voilà. Par contre, on est toujours en difficulté pour avoir des évolutions ou des corrections avec notre éditeur, qui n'est pas réactif. Et maintenant qu'on a déployé, on se rend compte de choses qui nous amélioreraient la ligne et qu'on n'a pas forcément. Et puis, nos RH qui ne sont pas suffisantes pour le travail à venir. Et puis, nos perspectives, continuer à améliorer l'adhésion au changement. Je vous disais, les indications médicales, par exemple, on sait qu'on a des équipes médicales qu'il faut aller revisiter parce qu'il n'existe pas les indications, ou des blocs qu'il faut encore aller voir côté ostéosynthèse, je vais le marquer. Il faut qu'on arrive à sortir des chiffres d'exhaustivité de pause pour être sûr d'avoir bien déployé partout. On voudrait faire une enquête de satisfaction maintenant qu'on a fini le déploiement. Et puis, on a énormément de données qu'on peut exploiter et qu'on n'exploite pas encore assez. Et on voudrait mettre en place aussi un PV de contrôle de la dotation, puisque c'est aussi dans l'arrêté. Et on parle d'un procès-verbal de la dotation, et c'est vrai qu'on le fait, on fait des inventaires, on y est, mais en fait, on n'a pas formalisé ce point-là, et on voudrait mettre en place, et on va vers la certification ISO, et je vous remercie. Et pour conclure, c'est juste pour dire que ça a été long, mais on est arrivé le jour après l'autre. Merci, Élodie. Merci. On va passer du coup on va vous donner la parole. Pardon, excusez-moi, j'ai repris la main. Merci pour ces 2 présentations. Très clair et bien détaillé au niveau des différents process. Puis pareil, du positif, du négatif et surtout beaucoup d'accompagnement et de persévérance. Donc, merci pour ces présentations. Je vais essayer d'alterner les questions. Donc, la première question, c'est pour Élise au niveau de pharma. La version, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à la mettre dans la présentation. Donc, quelle version de pharma avez-vous à Jean Perrin pour permettre ce process? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes lors de l'entrée en stock des DMI avec les numéros de série et les numéros de lot? Donc, dans Copilote, vous en avez parlé et en fait, vous précisez finalement dans le paramétrage de la fiche produit si vous avez un numéro de lot ou un numéro de série qui sera lu et intégré. C'est vrai que dans Pharma, j'ai peut-être moins fait attention, mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait précisé. Non, on l'a pas précisé parce que ça se gère vraiment tout seul. À partir du moment où on a juste rentré le GTIN qui, du coup, va identifier le produit en lui-même. Pharma a plusieurs champs. Il a le champ lot, le champ numéro de série. Et s'il y a un numéro de série, il l'incrémente automatiquement. S'il n'y en a pas, il ne l'incrémente pas. Et ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, moi, je n'ai pas rencontré de problème sur les numéros de série. Et après, pour la version de Pharma, du coup, c'est la version. Alors là, on vient de passer sur la 6.0, mais ça marchait exactement pareil sur la 5.0
9 et je crois que sur la 5.8, c'était pareil aussi. Ok, je crois que c'est la V5 qui fait la diff. Alors peut-être le point, quelque chose derrière. Il y a beaucoup de changements sur les points. C'est ça. Donc, ouais. Une question peut-être pour vous deux, du coup, au niveau des douchettes, est-ce qu'elles dépendent des produits scannés? Alors, les douchettes dépendent du type de produit scanné ou vous possédez un type de douchette qui arrive à lire tous les codes barres différents? Alors, théoriquement, les codes barres ne sont pas censés être différents, mais je dis bien théoriquement. Donc, est-ce que vous avez eu des paramétrages particuliers à faire sur les douchettes? Est-ce que vous avez rencontré des anciennes douchettes qui fonctionnaient ou pas? Est-ce que vous avez dû changer du matériel ou en tout cas faire du paramétrage sur, le dispositif qui sert à lire le code barre? Alors, de notre côté, non. On a un type de douchette qui lit tout, les data matrix, enfin, voilà, les codes barres en 2D, et cetera. On n'a pas eu de problématique. Il faut qu'elle lise bien sûr les GSC, les GS1. J'ai pas de souci, moi, particulier. Donc, on a mis des douchettes qui lisent tous les codes barres, la matrix, et on s'appelle Griffon. OK. N'hésitez pas à compléter si jamais les réponses, on a mal perçu le sens de la question, n'hésitez pas à les compléter. Pour les dépôts temporaires, par exemple les prothèses mammaires, vous créez tous les produits dans Pharma pour pouvoir ensuite les réceptionner, ou Pharma est capable de créer de façon temporaire des articles. Alors ça revient régulièrement. La notion que pour des prêts ou des demandes temporaires, souvent les logiciels de gestion sont rattachés à une base de données qu'on a nous-mêmes implémentée, qui pourrait correspondre à un livret. Du coup, tout ce qui est hors livret ou hors base de données, est-ce qu'on peut quand même le demander dans Pharma, ou est-ce que Pharma, pour pouvoir faire une demande, il faut déjà préalablement avoir créé l'article dans le logiciel? Non, on crée tout, nous. On crée tout. Si pour une reconstruction mammaire, on nous demande 4 implants, bah, si j'en ai 2 qui ne sont pas créés, je vais les créer pour permettre la réception, la traçabilité, et cetera, et cetera. Et alors après, enfin, globalement, moi, je trouve que c'est fastidieux au moment où on change de marché et où du coup, il faut toutes les créer et on les crée au fur et à mesure en fonction des demandes. Mais après, ça revient de toute façon, enfin, les références reviennent et c'est pas un investissement qui, moi, en tout cas, me paraît énorme au vu du bénéfice qu'on en retire derrière. Après, encore une fois, on n'a pas, je pense qu'on ferait de l'ortho, on dirait pas la même chose. Mais voilà, en tout cas, sur les spécialités qu'on a, nous, on peut se permettre de créer les références. Et ça rejoint une autre question que j'avais lue, je ne sais plus à quel endroit. Du coup, la demande d'un chirurgien, tu as évoqué dans tes pistes le fait d'informatiser la demande d'un chirurgien pour Mmh. des prêts. Dans Ouais. Pharma, comment ça serait possible si en fait, préalablement, il faut que l'article soit créé? Ouais, il faut que l'article soit créé, mais du coup, on en revient toujours au même, c'est-à-dire qu'il faut que notre base, sur les implants mammaires, par exemple, effectivement, il faut que ce soit des choses qui tournent et qu'on ait l'habitude de commander, sinon ça peut pas fonctionner. Mais là, moi, dans mon idée, je pense typiquement aux implants mammaires où on a des demandes papier et où, une fois sur deux, on comprend pas la demande et où on est obligé de revenir vers le chirurgien. Du coup, là, c'est vraiment de se dire, bah, il fait une demande, ça peut passer via une demande de service, par exemple. Une demande de service sur une UF bloc ou sur une UF spécifique pour la demande de prothèse, où on aurait une demande informatisée. Donc après, on est en train d'y réfléchir parce que on a quelques difficultés en ce moment, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution dans ce sens-là et ça peut probablement passer par ça. Ouais. Alors, je vais donner la parole au CHU de Toulouse et après, on prendra la question à l'oral du CHU de Bordeaux. Il me semble avoir vu une main se lever. Donc, pour le CHU de Toulouse, la question revient plusieurs fois sur les indications d'implantation. À quel moment sont-elles renseignées? Est-ce qu'il y a une nécessité d'une prescription médicale? Et il y a une autre question qui tournait autour de la délégation de tâches, de devoir renseigner l'indication de pose si c'est l'IBOD qui le fait. Alors, non, c'est fait en post-hoc. Du coup, il faut que l'implant soit tracé. Oui, c'est l'implant qui est tracé à un séjour. Et en fait, quand le chirurgien va sur son compte-rendu opératoire dans le DPI, qui est Orbis, il est sur un numéro de séjour, du coup, parce qu'il est dans son compte-rendu opératoire. Et si un implant en GHS pour ce séjour-là a été tracé, ça lui met une alerte, en fait, ça lui met un petit pop-up qui lui dit, vous avez des implants en GHS, vous avez une indication à saisir. Il clique dessus et il arrive dans le copilote où les implants ont été tracés et ça lui propose un menu déroulant. Notre chaînage, c'est le code LPPR. Donc, en fonction du code LPPR de l'implant tracé,
ça lui propose le menu déroulant qu'on a créé en face. Et il choisit dans son menu déroulant où il met en référentiel. Et sachant que pour les implants hors GHS qui n'ont pas d'indication spécifique ou de restriction d'indication, parce qu'il y en a plein, là, on a mis une indication automatique, en fait, puisqu'il n'y a pas de choix, quoi. Il y a des implants où il n'y a pas de restriction à justifier. Donc, on n'a pas demandé, on n'a pas été exigeant sur cela. Donc, il y a une partie des indications qui sont automatiques, quand il n'y a pas de menu déroulant, qu'il n'y a pas de choix. Mais dès qu'il y a au moins 2 indications de choix, c'est au chirurgien de le justifier en post-op. Très bien. Je laisse le CHU de Bordeaux activer son micro pour poser sa question. N'hésitez pas. Oui, bonjour David Duranto, moi je suis cadre en imagerie interventionnelle au CHU de Bordeaux. Nous utilisons un logiciel Hospilog, donc on n'a ni Pharma ni l'autre logiciel, et on voulait savoir un petit peu comment ça se passait au niveau de la délivrance de la carte de DMI, parce que nous, vu qu'on fait la traçabilité tout à fait en fin de programme, en fin de geste, on n'a pas la possibilité d'imprimer cette carte avant d'avoir tracé les DMI. Et quand on trace nos DMI, le patient est déjà parti. Non, alors, nous, sur Toulouse, en fait, du coup, à chaque trace dans Copilote, ça génère la carte. C'est pas une carte, c'est un A4, hein, c'est une PDF, quoi, une fiche d'implantation qui va dans le DPI du patient et qui s'appelle fiche d'implantation. Et normalement, c'est donc c'est à l'agent qui fait la sortie d'hospitalisation, que ce soit le jour de l'intervention ou les jours d'après, selon le type d'intervention. Mais comme elle remet les ordonnances au compte rendu de sortie, nanana, elle remet la fiche d'implantation, la fiche DMI. C'est l'agent D'accord, donc dans c'est les donné unités de au soins. niveau du service de soins et non plus au Oui, service exactement. Voilà. C'est dans le bloc. déporté. Avant, c'était dans le bloc, mais le papier, il était imprimé au bloc, il se perdait dans le patient, dans sa pochette, dans son lit, bon, bref. Donc maintenant, ça a été déporté. Donc, c'est des unités, c'est à la sortie dans les unités. D'accord, merci. Et bah, je sais pas, en ce qui nous concerne, effectivement, nous, c'est pareil à la traça au bloc en temps réel. Du coup, on a l'impression via Pharma. Et du coup, c'est l'IBOD qui remet effectivement au sein du bloc le document au patient. Oui, parce que l'IBOD fait la traça en temps réel. Nous, ce sont les Ouais, manipulateurs radio qui font ouais. effectivement cette traçabilité en fin d'examen. Et oui. Ouais. Ok, merci. Alors, j'ai une question. Je vais essayer de la comprendre en la lisant. Donc, c'est plutôt pour copilote, pour CHU de Toulouse. En cas de gestion des prêts entre blocs, l'imputation financière entre MAC2 est incorrecte ou vous corrigez l'imputation a posteriori entre le service poseur et le service qui pose le produit dans son armoire. Alors, je pense que c'était le dépannage entre prêts, ou du coup, pour de la logistique, ils peuvent ouvrir le bloc, mais c'est vrai que du coup, ça déstocke sur un bloc qui ne l'a pas posé. Alors, ça fonctionne bien, ça, pour le coup. En fait, le patient, quand on est en neurochirurgie, par exemple, le patient, il est en neurochirurgie, donc on est connecté sur l'armoire de neurochirurgie. Donc, le patient, il est identifié neurochir. Donc, l'implant utilisé va être imputé à la neurochir. Par contre, si on va l'emprunter dans le bloc d'à côté, à l'ortho, ça veut dire qu'on sait qu'on a ouvert l'armoire de l'ortho pour aller tracer cet implant. Du coup, le renouvellement, il est bien imputé à la neurochir, mais il est renouvelé à l'ortho. Donc là, les UA, nous, c'est automatique et pour le coup, là, on ne touche plus rien. On ne fait pas de travail d'imputation. Merci. Alors, pour Pharma, comment gérez-vous les retours de dépôt chez les fournisseurs? Mouvements particuliers, retour fournisseur ou utilisateur, mise à jour de produits tracés. Idem pour la gestion des échanges périmés. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Ouais, Du coup, désolée. Je sur l'ai les balancé un peu comme retours, ça. sur les retours de dépôt. Effectivement, si c'est un dépôt temporaire et qu'on le rend, on fait un mouvement particulier dans Pharma avec un retour fournisseur. Donc ça, c'est possible. On a une astuce pour les implants mammaires. On ne les met pas en dépôt, on les met en hors stock. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir réceptionner chaque prothèse une à une et pouvoir suivre en fait un retour, je ne sais pas si je suis très claire. Mais Vas-y. en gros, voilà, sur des dépôts temporaires, on fait un mouvement particulier, retour fournisseur. Après, on a notre tambouille sur les prothèses mammaires où on fait du hors stock, où on ne les gère pas vraiment comme un dépôt temporaire. Et là, c'était quoi les autres questions?
Alors attends, le hors-stock, du coup, t'apporte quel avantage sur la gestion hors-stock? Ça permet de faire un retour unité de Alors, soins vers la PUI? le hors-stock, ça nous permet d'envoyer directement une commande au fournisseur. Avant, au lieu de demander un dépôt temporaire, on envoie une commande au fournisseur, ce qui nous permet, nous, d'avoir une traçabilité de notre commande, de ce qui a été fait. Et après, on va avoir une facturation uniquement de la prothèse qui a été posée. Et là, à ce moment-là, on va annuler en fait nos reliquats. Je sais pas si je suis claire. Vous commandez tout, vous annulez les reliquats. C'est ça. On ne facture que la prothèse qu'on a pris, on annule les reliquats et après, du coup, c'est transparent pour nous. Et ça évite d'avoir en fait ces mouvements particuliers de retour fournisseur qui s'accumulent et du coup de plus vraiment avoir de suivi par rapport à ça. Après, c'est une gestion en interne, hein. On a un truc à côté qui nous permet de faire un suivi des retours sur un tableur Excel classique qui du coup, voilà. Voilà, je pense que effectivement sur la traçabilité en dépôt-vente, c'est peut-être plus simple de le gérer en dépôt-vente quand j'en parle, en fait, un dépôt temporaire. Mais effectivement, c'est notre façon de fonctionner sur les prothèses mammaires. Il n'y a que ça qui fonctionne comme ça. Mais voilà. Et du coup, les autres questions, je ne sais pas ce que je me rappelle plus. Alors, c'était comment gérez-vous les retours de dépôt chez le fournisseur? Ouais. Mais je pense que c'était les propositions mouvement particulier, retour fournisseur ou utilitaire, ou mise à jour du produit tracé. Idem pour la gestion des échanges périmés. Ah oui, ça. Alors, périmés, pour les périmés, en fait, on fait une traçabilité avec un patient qu'on a créé, qui s'appelle patient fictif périmé, qui nous permet que les produits ne restent pas accrochés, en fait, au service, et de les tracer en périmé sur ce patient-là, en fait. Parfait. Alors, il y avait un commentaire. Une commentaire question pour copilote. 650 heures de montée en charge sont-elles en partie dues à la nécessité de faire un appairage manuel pour un grand nombre de produits des IUD ou seulement au scan de l'ensemble des DMI présents dans le bloc? Les appairages, on les avait fait avant. Et Donc, oui. les 650 heures, c'est les heures d'inventaire veille de déploiement. Et oui. On n'est pas sur la même taille d'établissement, hein. On a fait exprès aussi de mixer le fait qu'on a des problématiques. Un bon outil chez l'un n'est pas forcément le meilleur outil chez l'autre, hein. Ah, mais Euh, il y a des c'est sûr. notions de taille et de Ben spécificité, oui, je pense. bien sûr. Alors, une dernière ou avant-dernière question. La saisie de l'indication de pause est-elle rendue obligatoire? Sinon, quel est le pourcentage d'indications saisies DMI implantées si vous l'avez? Pardon? Pardon, Ouais. la saisie de l'indication, c'est par rapport c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'établissements qui rentrent des indications de pause. Donc, est-ce qu'elle est rendue obligatoire? C'est une étape obligatoire, donc on avait bien vu que c'était en post-op, hein. Sinon, quel est le pourcentage d'indications saisies DMI implantées si vous ne l'avez pas rendue obligatoire? Est-ce que, entre guillemets, ça joue le jeu ou est-ce que ça ne joue pas le jeu? Ouais. Alors, elle est obligatoire, mais j'ai quand même un taux. Donc, il y en a qui... Donc, elle est obligatoire hors les radiologues parce qu'ils font leur compte rendu sur Explore et du coup, on n'a pas pu mettre une obligation et donc il faut qu'ils aillent volontairement chercher copilote. Donc, ça y est, le travail est fait sur la radiologie. Mais sur tous les autres blocs opératoires, c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas valider leur CRO. En fait, les médecins, ils sont dans leur CRO. Ils ont le petit pop-up qui les envoie dans copilote, ils mettent l'indication. Quand ils ont saisi l'indication, ça leur ferme copilote automatiquement, ils reviennent dans leur compte rendu opératoire. Mais ils ne peuvent pas valider leur compte rendu opératoire s'ils n'ont pas saisi l'indication. Donc, on l'a rendu obligatoire, sinon ça n'aurait pas été fait, clairement. Mais il y en a, en fait, on apprend qu'il y a des chirurgiens qui ne valident pas leur compte rendu opératoire. Comme ça, voilà. C'est pas obligatoire. Alors, Voilà. Il y en ça a va qui- ressortir à un moment ou à un autre dans les IFAC ou IQSS ou lettres de. Après, il y a les lettres de liaison. Donc, est-ce que, parce que Non, c'est mais pareil sur les formats types, il y est-ce a que quelques finalement ils cas, renseignent les informations via une lettre de liaison sous un autre format et pas leur CRO? bon, il y a quelques cas, non, mais il y a quelques cas de compte rendu qui ne sont pas validés. Voilà. Hein. Mais sinon, on a quand même des cas de figure où on est en décalage. C'est si on n'a pas fait si le compte rendu opératoire est fait avant la traçable d'implant. Je m'explique. Je sais pas, un prénom qui est un peu compliqué, une nouvelle gamme, ben, le temps qu'on le crée, qu'on le prend on est en post-op, mais on est le lendemain matin ou 2 jours après.
Ça peut arriver. Et donc, du coup, le médecin fait son compte rendu opératoire avant que les implants aient été tracés. Du coup, quand on fait la traçade de pause, le message d'alerte ne marche plus, il a déjà fait son compte rendu. Donc, c'est ces cas en fait, de figure qu'on a quand on regarde. On a quelques cas de figure où la traçade n'a pas été saisie, mais parce que le montage qu'on a fait avec la alerte ne peut pas fonctionner quand on est en mode dégradé d'une traçade post-op. Et c'est déjà 85%, c'est déjà pas mal. Alors, à vous deux, je vais vous envoyer une question piège. C'est quelles sont vos procédures dégradées en cas de panne informatique? Avez-vous gardé une fiche de trace à papier qui suit le DMI ou Alors, autre solution? nous, enfin, pardon, allez-y. Alors, moi, j'ai une procédure dégradée qui est très, très basique. C'est tu prends un papier, une feuille, quoi. Et tu gardes. On a les cahiers de bloc, en fait. Pour l'instant, ils n'ont pas supprimé les cahiers de bloc. Ce qui nous permet d'ailleurs de contrôler les traçats, que le matin, qu'il n'y ait pas eu des oublis dans la nuit. Donc, il y a le cahier de bloc où il y a le nom du chirurgien, la date, le patient, et ils collent les étiquettes. Et quand c'est des DMI sans étiquette, ils marquent de vis, voilà. Donc, en fait, on dit, vous faites le cahier de bloc, et quand il fera jour, on rattrapera, quoi. Donc, c'est cahier de bloc, la procédure. Mais il ne faut pas faire de vente, en fait. Oui, nous, on a bossé aussi là-dessus avec le bloc parce qu'on a un souhait de tout dématérialiser. Et en fait, il y a un classeur urgence où, du coup, effectivement, on garde les feuilles de traçabilité qu'on avait avant. Alors, on a un cahier de bloc, mais du coup, nous, la procédure dégradée, c'est vraiment de prendre cette fiche de traçabilité qu'ils avaient avant où ils vont bien coller l'étiquette patient, etc., tout ça. Et donc, la consigne, c'est effectivement comme ils ne pourront pas rattraper le retard, c'est de nous l'envoyer, nous, à la pharmacie et du coup, de tracer une fois que la pharmacie trace, effectivement, une fois que le système informatique reviendra. Mais effectivement, il ne faut pas que ça dure des mois et des mois ou sinon, on perd juste en qualité, mais ça va être compliqué, quoi. Alors, j'ai quelques questions encore pour Pharma. Pharma et traçabilité de l'implant, la carte d'implant à destination du patient. Est-ce que c'est un modèle standard ou est-ce que vous avez fait un paramétrage particulier? Parce que là, sur l'établissement qui pose la question, il n'y a pas le nom du fournisseur, par exemple, sur leur Non, mais oui, carte. il nous en manque. Ouais, il manque des infos, on n'a pas le nom du fournisseur. Je pense que c'est un format classique que Pharma doit générer. Alors, de toute façon, là, il nous manque des infos, c'est clair. Si on veut aller jusqu'au bout, il n'y a pas l'IUD, on n'a pas le vrai IUD. Donc, non, effectivement, pour le moment, on fonctionne comme ça. Après, il faut voir, je pense que les éditeurs vont s'adapter aussi et il faut voir ce qu'on aura par la suite, quoi. Sur Copilote, du coup, je transfère aussi la question. Sur Copilote, je crois que par contre, vous avez un document de traçat qui m'avait l'air plus exhaustif, peut-être, non? Oui, il n'y a pas d'idée, c'est tout. Voilà. Souvent, c'est ce qui est reporté. Comme c'est un peu la nouveauté dans les développements, ils n'ont pas rebouclé. En même temps, est-ce que l'IUD est identifié en tant que tel ou en fait, est-ce que c'est l'intégralité du code GTIN que vous avez renseigné? Il n'y a pas de champ à proprement parler IUD, ID dans vos logiciels. Alors, dans Mac 2, ça y est, mais pas dans Copilote pour l'instant. Et voilà. OK. Mm. Pour Pharma, alors c'est une remarque. Il y a un établissement donc, qui rapporte que pour la sortie des produits en dépôt-vente, il utilise achat-réception des produits en dépôt-vente en mettant une quantité à -1. Jamais pensé à ça. Faire du négatif. Ça marche bien, les moins, les plus. Alors ça, c'est un peu comme de la compta financière, hein. Attention, les moins se transforment en plus et les plus en moins, et les moins et moins s'annulent. Non, mais effectivement, ça peut être une solution. Alors, moi, j'avais posé la question à Pharma de ce qu'ils préconisaient quand on avait du dépôt-vente. Il me disait de passer par mouvement particulier, mais en fait, je pense que si ça fonctionne et que ça crée pas de problème, tout est bon. Je pense que quelles sont les procédures dégradées? On a dit, il faut être très vigilant. Ouais, ça, on est bien d'accord. Dernière question Pharma. Gérez-vous des produits? Alors là, je vais essayer de vous Gérez-vous des produits non stockés dans les armoires virtuelles afin de pouvoir générer des commandes en fonction du stock mini? Alors, si c'est un DMI, on va l'avoir en armoire virtuelle.
Si ce n'est pas un DMI, si c'est du non stocké, pas DMI, je ne l'aurai pas parce qu'il ne sera pas en traça complète. Mais du coup, effectivement, nous, ça nous permet de gérer, typiquement, par exemple, en radio, les kits de néphrostomie, c'est du non stocké. On va le voir avec les traças et on peut le voir aussi avec ce qui leur reste, au sein de l'unité de soins. Mais voilà, effectivement, ça peut être, de toute façon, tout ce qui est en traça complète que je vais dispenser au service, je vais le voir dans les armoires. Alors, je pense que je vous ai posé toutes les questions. Alors, pour scanner les DMI en dépôt temporaire, vous créez préalablement tous les codes produits dans la base. Alors, je pense que ça va aussi pour Copilote parce qu'on en a parlé un petit peu. Donc, Pharma, il faut avoir tout créé en amont pour pouvoir générer. Mais dans Copilote, du coup, je Non, ne sais plus si vous l'avez évoqué. Non, oui, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'enregistre pas tous les implants qui arrivent pour des préhonoms. On enregistre en post-op que les implants qui ont été posés. Parce que sinon, ça fait trop de création ou d'entrée. Parce qu'en fait, après, il faut tout nous faire sortir. Donc, on ne fait que la création du stock finalement implanté, et donc on ne fait qu'en post-op. Là, du coup, on n'a pas de suivi informatique. Par contre, de ce qui est venu et ce qui est reparti, du coup, on n'a pas de suivi informatique. Et donc, la dernière question, en pratique, pour la traçabilité financière de l'ostéosynthèse, vous faites comment? Vous faites comment? Donc, c'était pour Copilote, je pense. Ouais, la traçabilité financière, à partir du moment où la référence d'implant elle est marquée hors GHF dans notre référentiel, c'est toute traça de pose qui fait qu'il y a une interface vers notre fichier de facturation qui est Pastel. Et donc, tous les implants qui sont tracés sur un séjour partent en facturation, donc que ce soit l'ostéosynthèse ou autre chose. Le risque de l'ostéosynthèse, c'est qu'il y a plus de défauts de traçabilité parce qu'il n'y a pas de lot, il n'y a pas de l'entité, c'est tout petit, on ne trouve pas la ref. Donc voilà. Donc, il y a plus de défauts de traçabilité, donc il ne doit pas y avoir une exhaustivité financière de traçabilité, mais sinon, on l'a fait comme ça. Enfin, moi, en tout cas, oui, j'ai l'impression. Dernière question, Pharma, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous gérez les indications? Alors, oui, du coup, avec l'interface, CIO-DM, ça nous ramène en fait, les indications de FAST. Donc, effectivement, alors nous, c'est un peu on gère un peu de la même façon, c'est-à-dire quand il y a plusieurs indications, effectivement, on met, gérer les indications et ça ramène les indications de la CIO-DM. Par contre, par exemple, pour les prothèses mammaires où il n'y a qu'une indication, on ne leur demande pas de ressaisir l'indication. On met ne pas gérer. Il y a une coche en fait dans Pharma où on peut mettre ne pas gérer les indications ou gérer les indications. Et donc, pour les prothèses mammaires, on ne demande pas les indications pour ça. Mais ça dépend des DMI, effectivement. Toutes les indications sont remontées via la CIO-DM. Et du coup, est-ce que c'est rendu obligatoire ou pas? Oui. Alors, si j'ai demandé gérer les indications, c'est rendu obligatoire. Mais pareil, il y a une coche, rendre les indications, je ne sais plus exactement comment c'est libellé, mais c'est rendre la gestion des indications obligatoire. Et oui, effectivement, en fait, ils ne peuvent pas, alors nous, c'est à la traçabilité, ils ne peuvent pas aller au bout de la traçabilité s'ils ne renseignent pas une indication. Et voilà. Alors après, c'est vrai que là, en écoutant un peu tout ça, je me suis jamais vraiment penchée sur la question de l'IBOD ou le chirurgien. Nous, c'est les IBOD qui tracent, donc ça veut dire que c'est les IBOD qui renseignent les indications. Donc, il n'y a pas de document formel de délégation de quoi que ce soit. Effectivement, c'est peut-être un point à améliorer et à gérer. Ouais. Après, si je peux compléter, on a fait le choix de ne pas prendre pour l'instant les indications de la CIO parce que c'est les indications de la LPPR qui sont fastidieuses. Et comme l'idée, c'est qu'il y ait un menu déroulant, en fait, c'est illisible si on met les indications de la CIO sur un menu déroulant, on ne voit pas Ouais, les sur un menu déroulant, peut-être. Ouais. Ah, et Ouais. du coup, on a créé donc on a travaillé avec les médecins. À chaque fois qu'on a déployé une spécialité, on leur a soumis le référentiel pour évoquer le hors référentiel et savoir s'il y avait des causes hors référentiel. Et également pour valider avec eux un libellé court, quoi, un truc où il y a les mots-clés qui permettent de bien savoir qu'on est dans cette indication et pas l'autre. Voilà. Donc, on a créé c'est pour ça qu'on a un thésaurus qu'il faut maintenant maintenir, donc c'est assez lourd, mais pour qu'ils puissent avoir accès à un menu qui soit clair et un peu synthétique.
Après, enfin, nous, on a copié en fait ce qui existait chez nous pour le médicament. Et donc, ils ont l'habitude d'avoir des libellés. C'est bien. Mais ouais, effectivement. Et après, ça ne gère pas le hors référentiel. Ça, on est d'accord, il faut les créer manuellement. Ça, c'est tout à fait. Ouais. Est-ce que ces indications sont transmises dans les fiches comp? Non, pour l'instant. Alors, nous, il y a possibilité de les transmettre. Mais enfin, après, je fais le lien avec le médicament, c'est pareil. Il faut qu'il y ait les codes qui fassent le lien entre l'indication et la prothèse. Enfin, c'est les codes pour le médicament hein, qu'on connaît. Et ça, pour le DM, c'est pas encore le cas. Donc, mais enfin, très facilement, ça pourrait être le cas sans problème dans Pharma le jour où ça vient. Et dernière question piège et j'arrête, ça a été posé en tout début, la gestion d'une base de données externe. Donc là, vous avez évoqué CIODM. La personne qui posait la question avait une utilisation autre, c'était finalement contrat flash à un instant T pour importer les données lors d'un changement de marché. Quelle est votre... Du coup, je poserai la question un petit peu à l'inverse. Quelle est votre plus-value? Quelle plus-value jugez-vous d'avoir un contrat pérenne de la CIODM par rapport à vos outils? On a déjà une piste de réponse avec la question précédente sur les indications de poste que vous pouvez rapatrier. Encore que, on voit que déjà, on a deux gestions différentes où on les rapatrie pas. Donc, peut-être côté copilote, comme vous rapatriez même pas les indications de la CIODM. On a même tout pouvoir dans la CIODM et c'est vrai qu'on a été un peu. Je ne suis pas la pharmacienne responsable du référentiel, mais je veux pas. Mais on l'a voulu parce qu'on s'est dit que ça allait nous sécuriser notre fichier. Alors oui, mais quoi? Oui, mais parce que ça ne fait pas gagner beaucoup de temps, ça remplit, je vous dis, 5 champs, je crois qu'on prend la nomenclature, le code LPPR, on ne prend pas la coche en GHS parce qu'en fait, on veut être informé quand un produit était en GHS et devient en GHS. On ne veut pas quelque chose d'automatique parce que ça implique des choses derrière. Il faut changer le compte budgétaire, il faut créer les indications. Donc, si on prend quelque chose d'automatique, on perd cette vision en fait. Nous, on préfère voir le GO, le lire et le décliner dans notre organisation, ce qui est contraignant. Donc, du coup, en fait, la CIO, ça a un intérêt et on se dit qu'il faut aller vers ça. Mais ça n'aura surtout quand on aura les IUD qui seront embarqués dans tout notre circuit. Ça nous évitera l'appairage. C'est d'abord pour ça qu'on l'a pris. Et pour l'instant, on n'en a pas le bénéfice, quoi. Moi, je trouve que c'est un contrat flash, un changement de marché, c'est bien, mais en fait, on est tout le temps en train de créer des produits qu'on n'avait pas créés au début et que du coup, on va créer, qui sont au marché, mais qu'on n'avait pas créés. Et au final, c'est vrai que ça permet de rapatrier ces infos-là. Et voilà, on peut faire sans. Hein. Moi, je trouve que c'est un plus qui est pas mal, qui permet. Du coup, nous, on met les hors GHS, etc. Et pour le coup, ça permet de rien oublier aussi, d'avoir vraiment une vision. Bon, après, c'est un choix du rapport coût et bénéfice à faire en fonction de nos établissements, quoi. On a un peu dépassé l'horaire, les déconnexions commencent à se faire en masse. J'ai réussi, a priori, à poser à peu près toutes les questions. Donc, en ce qui me concerne et au nom du réseau Médite, je remercie du coup vos 2 interventions au CHU de Toulouse et au Centre Jean Perrin. Très précis, très pratico-pratique, merci. Et merci du coup aux participants pour vos questions qui ont permis d'apporter encore une dimension supplémentaire sur du paramétrage, de l'organisation, puis la place de l'informatique n'est pas dissociée des organisations physiques et humaines. Donc, merci de l'avoir remis l'humain au cœur de ce numérique. Il me reste à vous repréciser aux participants restants de penser, s'il vous plaît, à nous renseigner notre questionnaire de satisfaction. Entre autres, dedans, ça nous permet d'avoir des éventuelles suggestions d'autres thèmes. Sur des thèmes, on en a identifié. Donc, vous avez les prochaines dates qui sont déjà programmées en septembre, octobre ou octobre-novembre. Je ne les ai plus en tête dans nos flyers. Merci, voilà, exactement. 8 octobre, 19 novembre. Les thèmes sont à peu près identifiés, mais n'hésitez pas à nous apporter vos suggestions pour les nouvelles interventions, spécificité de thème, spécificité de logiciel. On a encore un programme à définir et on voit au vu des connexions qu'on n'a pas fait le tour du sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.